Commencer cette table qui concerne des discussions sur le second degré. Donc, la première chose, c'est de vérifier que vous êtes bien au bon endroit. Vous avez 4 amphithéâtres avec des thématiques différentes, premier degré, second degré, insertion professionnelle et loisirs. Donc, dans cet amphithéâtre, nous allons nous préoccuper des élèves lorsqu'ils arrivent au collège et puis sur la suite de leur parcours. Je voudrais remercier tous les intervenants qui se sont prêtés tout de suite qui ont répondu volontaires lorsque nous, associations, nous les avons contactés, et ce qui nous a permis de monter ce temps que nous allons vivre avec vous. 2 heures sont prévues de discussion qui vont se découper en 2 temps. Un premier temps, nous vous présenterons un cas pratique issu de nos expériences associatives auprès des familles. Pendant 40 minutes, les intervenants de cette table qui vont se présenter dans quelques minutes aborderont les questions essentielles. Et puis, vous aurez une vingtaine de minutes pour poser vos questions sur cette problématique. Durant la seconde heure, nous vous présenterons un deuxième cas pratique et nous fonctionnerons de la même manière. Donc 40 minutes pour les intervenants de la table ronde et ensuite 20 minutes de questionnement. Ce qui serait vraiment bien, c'est que vous n'abordiez pas vos questions personnelles, puisque ce n'est pas tellement le cadre de ces discussions-là. Les professionnels resteront quelques minutes à la fin de la séance et vous pourrez peut-être aborder d'autres questionnements plus personnels. Nous vous demanderons donc de ne garder que les questions qui peuvent concerner le plus grand nombre. Voilà, donc je vais laisser les membres de la table ronde se présenter. Monsieur Nallet. René Nallet, inspecteur pédagogique régional. Hélène Terra, conseillère pédagogique pour l'adaptation et la scolarisation des élèves handicapés dans le Rhône. Bonjour à toutes et tous, donc Franck Rongier, coordinateur d'UNULIS TSLP à Saint-Priest. Donc Madame Paulet, médecin scolaire. Nicole Dumoux, professeure d'anglais, chargée de mission à temps complet à la délégation académique du rectorat qui s'occupe de la formation continue et initiale des personnels enseignants du second degré et de la formation continue des personnels d'encadrement. Laure Descollard, enseignante coordinatrice en ULIS TSLP au collège Pierre-Valdo à Vaux-en-Velin. Raphaël Chasseret, enseignante référente pour la scolarisation des élèves en situation de handicap, avec pour secteur d'intervention le 3e arrondissement. Et bonjour, Sylvie Franco, professeure d'anglais dans le second degré, enseignante de CASH et puis professeure ressources au sein de l'établissement. Bonjour, Séverine Milan, enseignante spécialisée, coordinatrice d'UNULIS TSLP à Genasse. Voilà, donc nous passons tout de suite à la première situation. Un parent demande à l'orthophoniste qui suit sa fille Justine comment il doit s'y prendre pour que la dyslexie de son enfant soit prise en compte au collège lors de son entrée en 6e. En effet, au primaire, alors qu'il n'y avait pas de PPS, des aménagements pédagogiques avaient été mis en œuvre, ce qui avait permis à Justine de suivre un parcours scolaire classique. Donc cette situation nous permettra d'aborder un certain nombre de questions que vous avez sur ce diaporama. Je laisse la parole donc à Monsieur Nallet pour démarrer cette discussion. Alors ce cas qui est un cas évidemment classique et fréquent, très fréquent même, c'est sans doute le cas le plus fréquemment rencontré dans nos collèges puisque nous allons adopter cet après-midi, en tout cas dans cet amphithéâtre, le point de vue du second degré, mais naturellement, nous parlerons aussi de la transition et de l'héritage éventuel du premier degré qui doit passer dans le cadre du second degré à partir de la classe de 6e dans les collèges du département. Peut-être donc différents points pourraient être abordés, si vous le voulez bien. Ils sont projetés à l'écran. Donc un point peut-être d'abord médical. Nous allons demander au docteur Paulet, ici présente, de faire un point de situation
de son point de vue sur cet héritage et cette transition entre le primaire et le secondaire. Ensuite, les problèmes courants, classiques et concrets de transmission. Le mot livret est écrit sur l'écran. On pourra peut-être faire le point de ce qui se fait, ne se fait pas et devrait se faire. Alors, ensuite, une fois que nous sommes au collège, se posent des problèmes que vous connaissez tous. Alors, encore une fois, il ne s'agit peut-être pas d'apporter des éléments fondamentalement nouveaux que vous connaissez tous, mais peut-être de faire un point. Et ensuite, en répondant à vos questions, de préciser ce qui est fait réellement, de façon générale et globale, dans le département du Rhône, mais aussi dans l'académie. Nous permettrons d'avoir un point de vue un peu plus large, puisque si la journée ici est organisée dans le cadre du département du Rhône, vous savez bien que beaucoup de décisions se prennent au niveau du recteur, de la rectrice maintenant, et c'est la rectrice qui commande la politique de l'académie, y compris pour la scolarisation des élèves en situation de handicap ou, comme on dit, s'ils n'ont pas une reconnaissance de handicap, des élèves à besoins éducatifs particuliers. Donc, 3 points, mais il peut y en avoir d'autres, bien entendu, sur la place et le rôle des personnes qui interviennent à partir du moment où l'enfant est au collège, professeur principal entre autres, mais d'autres personnes également. Du point de vue pédagogique, les aménagements. Il ne s'agit pas, encore une fois, de donner une liste d'aménagements que vous connaissez tous, mais de voir comment et de quelle façon ils sont mis en place. Les AVS également, puisque la question est posée. AVS au sens classique du terme, peut-être au sens plus récent du terme à partir de cette rentrée, et tous les problèmes de relations, non pas tellement sur la mission de l'AVS que vous connaissez bien, mais peut-être ses rapports et ses liens qu'il doit avoir ou qu'il devrait avoir ou que les autres personnels devraient avoir avec lui dans le cadre de l'équipe du collège. Voilà à peu près, sans limitation de questions et de thèmes, ce que nous pouvons aborder. Donc, Dr Paulet. Oui, alors donc, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est une situation assez classique, puisque c'est assez souvent que les enfants sont donc en primaire avec un diagnostic de dyslexie et non pas donc de PPS, mais des aménagements qui ont été faits de façon officieuse, parce que jusqu'à présent, on n'avait pas donc de livret, enfin de papier, ce que je disais ce matin, pour acter et écrire de façon plus officielle les aménagements. Donc jusqu'à présent, donc les enfants avaient des aménagements en lien avec l'orthophoniste, l'enseignante, et puis effectivement la primaire se passait comme ça, et en fin de primaire, par contre, se posait la question du passage au collège. Donc dans les questions que vous vous posiez, c'est comment il fallait faire. Donc c'est vrai que ça dépend aussi des collèges, ça dépend. Enfin, en pratique, normalement, il faut que le médecin scolaire, donc du collège, soit informé du suivi qui est en cours, du diagnostic qui a été posé, que le lien soit fait donc avec les parents, dans un premier temps, pour voir effectivement ce qu'on disait ce matin. Il n'y a pas qu'un dyslexique, mais les enfants sont tous différents et ont des retentissements différents, donc des aménagements différents. Donc il faut qu'il y ait un temps de rencontre, déjà pour lire ce bilan, pour voir donc au vu des bilans le retentissement du trouble, ce que je disais ce matin, et donc voir comment jusqu'à présent il a été accompagné en primaire et quel aménagement il faudra penser pour le collège. Souvent, moi ce qu'on fait souvent, c'est qu'on informe les enseignants d'emblée, lorsque les parents nous le disent, que l'enfant est suivi pour une dyslexie. Mais souvent, on attend un petit peu 2-3 semaines pour que les enseignants se rendent compte de comment ça se passe en classe, parce que les aménagements sont aussi décidés avec les enseignants. Et certes, le vécu des parents et les aménagements qui ont été faits en primaire sont importants, mais c'est aussi très important de faire ce lien, cette observation, parce que le collège, des fois, ça va plus vite, c'est plus difficile de prendre des cours, et peut-être qu'en primaire, il n'y avait pas besoin de support écrit, mais qu'il y en aura besoin au collège. Donc, si on doit résumer, il faut qu'il y ait un lien donc, avec le médecin scolaire, pour qu'il y ait une lecture donc, d'un bilan, il faut qu'il y ait un diagnostic qui ait été posé, donc qu'il y ait eu un bilan orthophonique. En général, il y a des suivis encore en cours. Des fois, il peut y avoir des pauses, mais ça peut être repris.
Et puis, donc, un temps de lien avec l'équipe enseignante. Je pense que vous me reprendrez, enfin les enseignants, pour voir comment on peut aménager au quotidien, comment l'enfant a démarré, par exemple, le début de la 6e, et voir si ce qui était en primaire suffit, s'il faut aménager, s'il faut différencier. Après, je ne sais pas si c'est le lieu d'aborder tous les aménagements qu'on peut mettre en place. Les choses les plus simples, effectivement, pour un enfant qui est dyslexique, qui est donc à une lecture qui n'est pas automatisée, et peut, ça dépend des enfants, hein, avoir du mal à lire et à comprendre les consignes. On va trouver donc des solutions pour compenser cette difficulté à lire. Donc ça peut être lire les consignes. Ça peut y avoir des enfants qui ont besoin de plus de temps. Après, il y a la difficulté de passage à l'écrit. Vous savez, l'enfant qui est dyslexique, il a du mal à se concentrer sur ce qu'il écrit et écrire juste en même temps, hein, parce que son écrit n'est pas automatisé. Et donc, mais ça dépend des enfants aussi. Hein, donc en fonction des enfants, il y a des enfants qui sont pas relisibles, qu'on n'arrive pas à relire, il y a des enfants qu'on arrive bien à relire. Donc il va y avoir tout un temps d'expertise, enfin de regard des enseignants, de savoir quel aménagement il faut mettre en place, est-ce qu'il faut des temps supplémentaires, est-ce qu'il faut des photocopies. Donc au vu de cette première rencontre, on va fixer un peu les aménagements nécessaires pour l'enfant. On va donc maintenant les écrire. Le livret dont vous parliez tout à l'heure va nous aider aussi avec un cadre un peu plus officiel. Et donc, dans ce livret, on mettra donc aménagement, par exemple, photocopie s'il y a besoin, tiers-temps s'il y a besoin. Enfin, on listera les aménagements, on précisera les suivis. Et ça sera un outil qui permettra d'aider les parents au cours de la scolarisation. Parce que là, on parle du lien avec la 6e, mais il faut penser qu'après, il y aura la 5e, il y aura la 4e. Donc, peut-être l'autre point à aborder, c'était... Dr Paulet, je voulais vous demander, justement, vous avez dit à plusieurs reprises qu'il faut bien que le diagnostic ait été posé. Est-ce que vous pouvez justement nous dire un petit peu qu'est-ce qui est communiqué aux enseignants? Est-ce que c'est le diagnostic lui-même? Et pour le communiquer, est-ce qu'il y a besoin que vous ayez l'accord des parents? Ou bien est-ce que lorsque vous communiquez avec des enseignants et lorsque les parents aussi communiquent avec les enseignants, est-ce qu'il faut s'arrêter à ce diagnostic ou est-ce qu'il faut prendre appui sur d'autres formulations? Et lesquelles? Donc votre question est effectivement très importante. On ne peut pas de diagnostic aux enseignants sans l'accord des parents. Hein. C'est bien clair que c'est les parents qui nous autorisent à faire le lien avec les enseignants et à retraduire souvent les bilans orthophoniques qui sont parfois compliqués. Mais le diagnostic de dyslexie ne peut pas être dit, ne peut pas être transmis à l'équipe enseignante sans l'accord des parents. Ce que je dis toujours aux parents, c'est que si on ne dit pas que l'enfant a des difficultés, qu'il est suivi, qu'il a des difficultés tant par l'écrit que par l'oral, on ne pourra pas avoir d'aménagement, parce que c'est aussi important d'avoir ce lien avec les enseignants, en toute honnêteté avec les parents, à la demande des parents, parce que ça c'est quelque chose qui est demandé à la demande des parents. Hein. C'est pas nous qui allons aller voir les parents en disant je sais que votre enfant est suivi, est-ce qu'il a besoin d'aménagement? C'est les parents qui font la démarche, c'est les parents qui prennent contact lors du passage entre le collège, primaire et collège, les parents ou les orthophonistes, parce qu'il arrive aussi que les parents, en lien avec leur orthophoniste, demandent aux orthophonistes de nous solliciter aussi. Donc, mais c'est toujours les parents et les orthophonistes qui nous sollicitent. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Et l'autre, c'était, est-ce qu'on dit vraiment dyslexie? Alors après, dyslexie, je trouve que ce qui est important pour les enseignants, c'est surtout de dire le retentissement, c'est-à-dire qu'est-ce que l'enfant n'arrive pas à faire. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, tous les enfants dyslexiques ne sont pas les mêmes. Il y a des enfants qui vont arriver à lire et à comprendre, même si leur lecture n'est pas aussi automatisée. Mais il y en a qui ne vont pas du tout arriver à lire et qui vont avoir une lecture comme au début du CP. Donc ce n'est pas du tout les mêmes enfants. Pareil, le passage à l'écrit. Donc au-delà du diagnostic, ce qui est intéressant, c'est de dire le retentissement est là où en est l'élève, me semble-t-il. Pareil pour la dysphasie, pareil pour la dyspraxie. Je prends la parole 2 minutes. Là, on est repassé dans le cas d'un enfant qui a des troubles qui sont avérés. Le cas qui était proposé, c'est un enfant dyslexique. On parlait, oui, des difficultés. Alors, un enfant peut ne pas être diagnostiqué dyslexique, pour autant, il peut avoir des difficultés qu'on devrait prendre en compte. Et au primaire, les enseignants se doivent de mettre en place des aménagements, ce qu'ils font en général la plupart du temps. Dans le sujet, il me semblait que c'était un élève qui était dyslexique et qu'on voulait faire le passage avec le collège. Donc dyslexique, c'est que le diagnostic était posé. Mais vous avez raison, il y a des enfants qui n'ont pas de diagnostic, qui sont en difficulté scolaire et qui ont besoin d'aménagement, de façon générale dans ces cas-là. Alors peut-être... oui, allez-y. Non, moi je voulais juste reprendre un peu la parole sur un point de vue très pratique en fait. Donc c'est-à-dire que les parents quand ils rentrent en 6e, enfin les enfants quand ils rentrent en 6e, les parents doivent absolument, à partir du moment où ils inscrivent leurs enfants, prévenir la secrétaire en fait que l'enfant a des difficultés particulières.
à partir de ce moment-là, les parents devront aller voir l'infirmière qui communiquera les informations avec le professeur principal et l'ensemble des enseignants de l'élève, ainsi que le conseiller principal d'éducation, le CPE, pour que l'ensemble de la communauté éducative du secondaire soit au courant des difficultés de l'élève et puisse aménager au mieux la scolarité. Oui, puisque le cas qui a été choisi, c'est donc bien le cas d'une élève qui n'a pas de PPS, hein, donc pas de pièce officielle transmise au moment ou un peu avant, quelquefois un peu après, l'entrée en 6e. Je voulais vous demander, docteur Paulet, est-ce que vous avez parlé d'orthophoniste, est-ce qu'on peut dire un mot sur le rôle et la place de l'orthophoniste, puisque vous avez bien dit que l'orthophoniste peut se manifester en quelque sorte, hein, exposer le cas, mais à vous-même, c'est-à-dire que l'orthophoniste doit passer par le médecin scolaire. Je dis ça parce que, bon, sans langue de bois, on sait bien que la place de l'orthophoniste dans l'institution scolaire, et en particulier le second degré, n'a pas été fixée, il n'y a pas de texte, hein, il n'y a rien du tout, et normalement, c'est plutôt l'absence de l'orthophoniste qu'on constate. C'est pour ça que... Bon, là, votre question, est-ce que l'orthophoniste doit joindre le médecin scolaire? C'est pas qu'elle doit le joindre, c'est que les orthophonistes qui font aussi des liens avec les enseignants, elles le font toujours avec l'accord des parents. Hein. Je précise, rien ne se fait, il n'y a jamais de lien entre même le médecin scolaire et les soignants sans l'accord des parents et avec l'accord des parents. Après, est-ce qu'elle doit le faire? Je pense qu'il y a un lien, doit se faire, on n'est pas pour la primaire, mais avec l'enseignant, ça c'est très important. Au niveau du secondaire, c'est vrai que les orthophonistes ont du mal à joindre tous les professeurs séparément, et souvent elles utilisent un interlocuteur, toujours en lien avec l'accord des parents. Ça peut être effectivement l'infirmière, ça peut être le professeur principal, ça peut être le médecin scolaire, mais c'est vrai qu'ils ne peuvent pas appeler tous les intervenants, et donc souvent ils choisissent une personne. Oui, ça va peut-être au-delà, c'est-à-dire que non seulement il y a une incapacité de l'orthophoniste à joindre tous les enseignants, mais moi je dirais que ça n'est pas une bonne démarche, c'est-à-dire que elle risque d'être mal reçue, cette démarche, de la part des professeurs. Moi, je verrais plutôt l'orthophoniste s'adresser au chef d'établissement, qui justement est quand même le responsable, hein, de... Enfin, en pratique, c'est pas possible en pratique que l'orthophoniste appelle le chef d'établissement pour parler des enfants qu'elle suit, parce que le chef d'établissement a tellement de choses à faire que s'il devait être en lien avec toutes les orthophonistes, vous me reprendrez, vous qui avez une classe d'enfants en Ulysse. Non, mais ce que je dis, vous avez raison dans le côté pratique, mais ce que je voudrais signaler, c'est que je trouve que le lien direct, alors qui est pratique, hein, je ne le conteste pas, entre l'orthophoniste et chaque professeur en particulier, moi je préférais qu'auparavant, il y ait une relation, y compris formelle, puisque vous dites qu'un chef d'établissement est débordé et ne peut pas s'occuper... non, mais... Il est débordé parce qu'il a beaucoup de choses à faire, quoi. Donc... Oui, non, il a beaucoup de choses à faire, mais l'élève dyslexique est un élève de collège, un collégien, une collégienne, et donc je pense qu'il faut qu'il y ait un temps, même rapide, même un signalement, je ne sais pas, par mail ou je ne sais pas quoi, mais quelque chose qui fasse que l'orthophoniste contacte le chef d'établissement. Alors après les détails pratiques, que l'orthophoniste aille voir le professeur d'anglais, de français, de mathématiques, je conçois que ce soit déjà une démarche assez longue et peut-être qui n'aboutit pas complètement. Hein. Peut-être vous voulez... Moi, je voulais simplement... Donc, moi, je voulais aussi simplement revenir sur une chose dont on n'a pas abordé, mais qui concerne le cas présent et éventuellement le numéro 2. C'est que beaucoup de professions se réfèrent, notamment dans le milieu médical, au secret professionnel. Je vous en prie. Donc, je suis coordonnateur d'une Ulysse TSLP à Saint-Priest. Donc je disais qu'il y a une notion qui n'a pas été abordée, mais que je trouve intéressante, c'est que cela s'appelle le secret professionnel du côté médical. Ça va mieux là? Donc on parle de secret professionnel du côté médical, du côté de la fonction publique, on a plutôt un devoir de réserve, mais notamment depuis la loi de 2005, que vous êtes comme nous
en place de connaître depuis bientôt 7 ans, il y a aussi un devoir de partage d'informations. On est amené entre professionnels qui avons une approche différente de chaque cas à échanger sur comment mieux accueillir et mieux prendre en charge les besoins de l'élève. Qu'il y ait eu un PPS ou pas, c'est pour ça que ma remarque intervient sur les deux volants, il y a malgré tout une circulation d'informations qui doit être pensée le plus tôt possible, par anticipation, sans rentrer effectivement dans la nomination du diagnostic qui est fait, mais sur, comme le disait le médecin, les répercussions dans le cadre de la scolarisation. Donc là, c'est vraiment quelque chose auquel parents, intervenants extérieurs, équipes enseignantes, doivent avoir réfléchi au moment notamment du passage école primaire, collège, donc second degré, parce que surtout dans ce cadre-là, les interlocuteurs sont multipliés. Et ce qui a pu être facilement mis en place à l'école primaire, parce que même s'il y a des décloisonnements, le nombre d'intervenants en termes d'enseignants est relativement réduit, c'est multiplié au minimum par 4, voire 5 au collège. Donc c'est vraiment quelque chose qui doit être pensé. Je me permets d'intervenir, je rebondis. Donc je me présente, Madame Franco, professeure d'anglais au collège et donc professeur ressources depuis 2008. Sous le couvert du chef d'établissement, j'ai été missionnée pour le suivi, la mise en place de tout ce qui est PPS pour les besoins éducatifs particuliers pour élèves notifiés ou non. Donc le cas de Justine est un exemple concret. Nous en avons actuellement, puisque ma collègue travaille dans le dispositif Ulysse, il y en a 14, on en a une quinzaine notifiées, et sachez qu'on en a à peu près une vingtaine non notifiées. Nous allons attendre, bien sûr, nous demandons des diagnostics, mais nous n'attendons pas d'avoir des diagnostics pour mettre en place des aménagements. D'où l'importance, comme vous l'avez dit, il y a des personnes, tout est multiplié. Donc le chef d'établissement a eu l'idée de me donner cette mission en tant que professeur ressources suite à une formation ASH. Nous sommes 3 actuellement formés ASH. Ce chef d'établissement a formé son équipe, a sensibilisé son équipe comme le dit la loi. Suite à ça, l'équipe a un regard très ouvert par rapport aux aménagements, par rapport à sa fonction d'enseignant, sa mission d'enseignant, puisque tout ce qui est besoin éducatif particulier, ASH, ces 2 aspects font partie de notre mission des compétences du métier d'enseignant. Ça n'est pas quelque chose à part, il faut que vous le sachiez. Donc notre chef d'établissement a choisi une personne, moi-même, pour cette mission, c'est-à-dire l'équipe enseignée, renseignée, formée. Je suis arrivée derrière en disant, voilà, j'ai des informations venant des professeurs de primaire. Tous les dossiers délicats pour des besoins éducatifs ont été transmis au chef d'établissement, au préfet de niveau de 6e, ainsi que moi-même. Nous nous réunissons, nous faisons le point, et ensuite les dossiers sont dispatchés, bien sûr, sont mis dans des classes de référence de 6e. Et en début d'année, les professeurs principaux sont tous avertis par moi-même, le préfet de niveau et le chef d'établissement, des profils de ces enfants-là. Notifiés ou non, avec besoins éducatifs particuliers ou non, on explique le profil. Ensuite, nous invitons les professeurs principaux à réunir leur équipe après 1 mois d'observation sur le travail. Donc, qu'il y ait des diagnostics ou pas, les professeurs principaux sont déjà alertés, disent à leur équipe, soyez vigilants. Voilà, on va voir un peu comment fonctionnent ces enfants. Nous allons focaliser sur 2 aspects principaux, et ça c'est très important, les points d'appui de ces enfants, pas les difficultés uniquement, mais leurs points d'appui sur lesquels nous allons devoir nous appuyer, et ensuite leurs difficultés en lien avec les bilans orthophoniques, d'accord, sur lesquels il y aura eu les préconisations pédagogiques qui vont nous permettre d'appuyer cette démarche. Il faut savoir que le corps enseignant, c'est quand même quelque chose de nouveau, tout ceci, notamment dans le second degré. Les enseignants, c'est un renouvellement, c'est une tornade, hein, c'est quelque chose d'assez difficile. Nous avons de plus en plus d'enfants à besoins éducatifs particuliers dans des classes de 30, avec des potentiels différents, des intelligences différentes, avec la diversité, avec 10 matières différentes. Voilà, donc il faut centraliser, d'où l'importance d'un professeur ressources qui permet d'accompagner ses professeurs principaux et les équipes. Donc au bout d'1 mois, pour faire court, nous nous réunissons, les professeurs principaux ont récupéré des synthèses de leurs équipes, points d'appui, difficultés ou besoins des élèves, une synthèse est réalisée, et suite à ça, avec mon aide et le chef d'établissement, nous montons des aménagements pédagogiques traditionnels, tiers-temps, orthographe non comptabilisée, aménagement, évaluation adaptée,
Il faut savoir que dans notre établissement, il y a 50 professeurs, il y a une quarantaine de professeurs sensibilisés qui aménagent leurs évaluations. Comme quoi, tout est possible, ça bouge, ça bouge. Voilà. Mais il est important, c'est vrai, d'avoir un interlocuteur ou deux pour centraliser, dispatcher, parce que tout seul, ça n'est pas possible. Voilà. Et on ne peut pas laisser non plus les professeurs principaux tout seuls gérer tout ça. Voilà. Alors, un bon exemple assez particulier. Docteur Paulet, vous vouliez intervenir peut-être ? Non, je pense que vous avez raison. Lorsqu'il y a une personne ressource dans l'établissement, c'est important parce que du coup, ça aide beaucoup les collègues, je pense. Hein, c'est ça que vous voulez dire. Que je pense aussi que les enseignants ne sont pas obligés de tout réinventer à chaque fois. Il y a quand même des choses qui ont été mis, des aménagements qui sont expliqués et que du coup, ça... Voilà, vous continuez ce qui a été mis en place, mais je pense qu'aussi pour les enseignants qui n'auraient pas de personnes ressources dans l'établissement, il ne faut pas non plus penser que c'est quelque chose d'insurmontable, qu'on peut au début aménager un petit peu, puis après de plus en plus. Ce qui est important, c'est la compréhension du trouble, la compréhension du retentissement. Mais vous avez raison, ça bouge beaucoup. Beaucoup d'établissements ont demandé à être formés. Et je pense qu'effectivement, avec du recul, c'est très positif. Par contre, il faut bien garder en tête la différence entre les enfants qui sont... comme dans le cadre de la classe où vous êtes aussi, en Ulysse, ce qui est complètement différent. Hein. Oui, mais je veux dire, il faut bien garder en tête que c'est tout à fait différent les enfants qui sont en Ulysse, donc c'est en unité localisée d'inclusion scolaire, qui sont sur donc, notification MDPH et qui sont donc dans le champ du handicap. On a mis dans l'exemple un cas bien différent où c'est un enfant qui n'est pas dans le champ du handicap, un enfant qui est pour l'instant qui arrive bien à suivre dans le cursus scolaire, qui a besoin d'aménagement, mais qui s'en sort comme ça. Et donc, il n'a pas besoin de plus. Si vous étiez là ce matin, je disais que c'est en fonction du retentissement qu'on a besoin ou pas de demander un dossier MDPH. Là, il n'en a pas besoin. Hein. Et donc, là, je pense que dans ce cas-là, les personnes ressources aident surtout les collègues pour trouver des pistes, mais ce n'est pas le dispositif, c'est pas la même chose que le dispositif Ulysse. Hein. Il faut bien garder en tête les deux choses différentes. Non, mais je sais que vous êtes d'accord. Je dis ça pour les parents parce que des fois, ça peut paraître un peu confus. Ulysse, pas Ulysse, aménagement, pas aménagement. Voilà. Alors, après cette distinction, on va demander à Hélène Terra, donc, qui est conseillère pédagogique à la direction académique de l'éducation nationale du département du Rhône, peut-être de compléter, et puis on terminera sur cette question, du passage entre primaire et collège. Oui, alors beaucoup de choses ont été dites. Ce que vous décriviez, madame, c'est un cas idéal avec un professeur ressource. C'est appelé peut-être à se développer. Pour l'instant, c'est peu utilisé. Hein. Pour dire les choses telles qu'elles sont, bon, voilà. Oui, ça bouge, tant mieux, mais voilà. Sinon, on a malgré tout des recours. Alors, évidemment, par l'intermédiaire du médecin scolaire, comme le rappelait le docteur Paulet, mais également, il y a une pratique assez fréquente qui est un petit fonctionnement en liaison CM2 6e qui permet aux enfants de visiter le collège et aux enseignants de se rencontrer, et notamment à l'enseignant de CM2 qui connaît bien la particularité de certains de ses élèves, et notamment d'un élève dyslexique par exemple, et d'en avertir le professeur principal ou l'équipe, et de dire attention, il faudra qu'on soit en lien. Généralement, même s'il n'y a pas eu de PPS, il y a peut-être eu un PPRE, il y a peut-être eu un PAI, ou il y a peut-être eu simplement un protocole. Sur le Rhône, pas un PAI, on est d'accord sur le Rhône. Sur le Rhône, pas un PAI, oui. mais... Non, mais je le dis bien parce que c'est important. Dans beaucoup de départements, effectivement, c'est le cas, mais où n'importe quel document qui permet de formaliser un petit peu les aménagements qui ont été mis en place, même s'ils sont non obligatoires, comme le seraient ceux d'un PPS. Donc ce moment-là, ce dispositif-là, est vraiment l'occasion d'échanger. Et puis, je crois qu'il ne faut pas oublier non plus les familles, les parents, qui sont vraiment au centre de cette affaire-là. Et qui évidemment sont partenaires et qui, de leur propre chef, peuvent tout à fait dire voilà, mon enfant a besoin d'aménagement, il a des difficultés particulières, parce que qu'on soit dans l'ordre du trouble ou dans l'ordre de la difficulté, il y a quand même des aménagements, et autant le savoir un petit peu à l'avance. Ce que je voulais aussi rappeler, ce qui a été dit, c'est vraiment la dimension de la disciplinarité au second degré qui est particulière, parce qu'effectivement c'est un plus grand nombre d'interlocuteurs.
Donc ça va démultiplier les rencontres ou les problèmes rencontrés. Donc le professeur principal peut effectivement centraliser tout ça. C'est important. Ça n'empêche que les parents peuvent faire un mot ou rencontrer individuellement certains professeurs quand il y a besoin particulièrement d'aménagement. On a évoqué tout à l'heure un livret qui pourrait reprendre ce qui est proposé dans les PAI dans certains départements ou dans un autre, sous une autre forme dans le Rhône. Ce livret-là est encore en train d'être élaboré. Il n'est pas tout à fait finalisé et de toute façon, il faudra attendre l'accord de Madame la rectrice. Et comme elle vient d'arriver, on va peut-être lui laisser le temps. Mais c'est un projet qui va en tout cas nous permettre, c'était notre souhait, d'aller vers plus d'économie, de pouvoir centraliser l'information, de pouvoir faciliter le partenariat parents-école, et puis de pouvoir passer d'une classe à l'autre en prenant appui sur ce qui s'est fait et en analysant si ça a été positif, s'il y a besoin d'aménagement en fonction de l'évolution de l'élève, bien sûr. Alors, d'une classe à l'autre et d'un cycle à l'autre, hein, c'est surtout l'intérêt de ce livret qui passerait de l'école primaire au collège, voire au lycée, mais pour le moment, il n'est... Donc, comme l'a dit la collègue, ce livret qui est quasiment fait doit attendre la validation de la rectrice, puisque, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, la décision ne peut être qu'académique. C'est-à-dire que ça n'empêche pas que chaque département ait un livret d'aide et d'appui, hein, ce qui est le cas dans le Rhône depuis longtemps, dans la Loire également, là aussi, mais qu'il y ait une politique académique. Ça peut vous paraître, à vous parents, peut-être un détail administratif de plus, mais c'est très important pour pousser encore davantage une politique quand elle se situe au niveau académique. Parce que là, au niveau académique, on touche tous les chefs d'établissement. Un chef d'établissement se sent fait partie d'un département, bien entendu, du Rhône, de l'Ain, etc. Mais statutairement, il est dans une académie d'abord. Hein. Et donc, il faut évidemment que la politique, ou l'impulsion, dans ce cas-là, si c'est pour un objet comme le livret, comme un livret, enfin livret entre guillemets, je ne sais pas si ça s'appellera livret, c'est une facilité, hein, entre guillemets, donc un livret, il faut absolument que l'impulsion soit au niveau de la rectrice qui, comme vous le savez, vient d'arriver et donc reprend tous les dossiers un à un, donc il faut attendre un petit peu par rapport à une situation antérieure où l'accélération aurait été plus grande. Peut-être Raphaël Chasseret, oui. Référente. Alors, avant de donner la parole aux parents, parce que leur temps arrive, il a été question de personnes ressources, et comme moi je vais être à l'articulation de cette première situation qui vient d'être évoquée et de la suivante, je vais rapidement vous resituer le métier d'enseignant référent. Enseignant référent pour la scolarisation des élèves handicapés, c'est l'intitulé exact de la loi de février 2005. Cet intitulé stipule que nous intervenons dans cette mission lorsque l'enfant a été reconnu au niveau d'une situation de handicap. Maintenant, ce premier cas où il n'y a pas de reconnaissance, sous-entendu, il peut y avoir malgré tout dans l'usage des termes de la confusion, puisqu'il est utilisé le sigle PPS, projet personnalisé de scolarisation. Ce terme-là, on ne peut pas l'utiliser dans cette situation-là d'élèves, puisque c'est un terme qui n'est que dans le cadre de la loi du handicap. L'auxiliaire à la vie scolaire, AVS, qui est aussi dans les questionnements, même chose, c'est quelque chose qui se situe aussi dans le cadre de la loi, donc la loi sur le handicap. Moi, en tant qu'enseignante référente par rapport à ce qui a été dit à l'instant, ce qui me semble important pour vous, parents, et notamment dans cette liaison CM2 6e, c'est que le discours soit clair. Dans nos missions d'enseignants référents, on est interlocuteur, on est aussi personne ressource. Il arrive que des familles me contactent, même si leur enfant n'est pas reconnu en situation de handicap, pour me demander des informations sur cette liaison CM2 6e. Je vais rejoindre M. Nallet au niveau de son propos, même si j'ai pu voir que ça a interpellé un petit peu ma collègue.
l'interlocuteur privilégié des parents, c'est le chef d'établissement. Quel que soit l'accueil qui vous est réservé, j'insiste sur cet aspect-là, parce que c'est nouveau pour les parents qui sont dans ce cheminement parfois, et ce lien n'est pas évident avec un chef d'établissement, pas forcément. Mais je le redis, hein, le chef d'établissement, c'est la porte d'entrée au niveau du collège, au niveau du lycée. Ce chef d'établissement, ensuite, a sous sa responsabilité une équipe de direction dans laquelle fait partie le conseiller principal d'éducation qui va gérer la vie scolaire. Il a sous sa responsabilité une équipe médico-sociale scolaire où on va retrouver le médecin scolaire, l'infirmière et une assistante sociale. Et il a bien sûr sous sa responsabilité une équipe pédagogique. Un parent qui sollicite un chef d'établissement en précisant « mon enfant est dyslexique, diagnostiqué, pas diagnostiqué », enfin le parent le dit avec ses mots, à lui, le chef d'établissement, au vu des éléments qui lui sont donnés, va orienter cette personne suivant l'organisation de son établissement. Si dans cet établissement, ce chef d'établissement a l'habitude de passer d'abord par le médecin, eh bien la famille sera orientée vers le médecin. Si ce chef d'établissement a une organisation qui fait qu'il a l'habitude de passer par une personne ressource, au niveau de son équipe pédagogique, à ce moment-là, le passage va se faire par cette personne ressource. Donc gardez à l'esprit que c'est lorsque vous interrogez le chef d'établissement qu'il faut poser la question, vous amenez vos questions et puis vous voyez avec lui vers quelle personne il vous oriente. Ça peut être aussi tout simplement le chef d'établissement qui gère cette partie-là. Alors merci. Peut-être pour terminer, Madame Dumoux, Nicole Dumoux, qui donc, comme elle l'a dit, mais je le répète, fait partie de la division académique au rectorat, donc, hein, je précise chaque fois, excusez-moi, c'est pour donner un petit peu le niveau d'intervention, donc au rectorat, qui s'occupe de la formation des personnels. Elle peut faire un point rapide, hein, Nicole, sur ce que l'Académie de Lyon fait pour former les personnels, et en particulier, évidemment, les professeurs ou les AVS. Alors je voulais commencer, puisqu'on rebondir sur ce que la collègue vient de dire sur les chefs d'établissement. Nous sommes chargés également de la formation continue des personnels d'encadrement. Sachez que l'ASH est vraiment une des thématiques sur laquelle les personnels d'encadrement reçoivent une formation, à la fois dans leur formation initiale, d'abord quand ils préparent le concours, dans la préparation concours c'est intégré, quand ils sont la première année en stage de formation, c'est une grosse partie de leur formation. Et dans la formation continue, à titre d'exemple, il y a 15 jours, le docteur Forneret qui était là ce matin, nous l'avons fait intervenir dans une journée de formation, dans un séminaire auprès des chefs d'établissement de l'Académie, pour nous parler justement de l'adolescent en situation de handicap dans un établissement scolaire. Qu'est-ce qu'on a besoin de prendre en compte, quels éléments on a besoin de connaître en tant que personnel d'encadrement pour mieux accueillir ces élèves et mieux organiser leur parcours scolaire. Donc et par exemple, Olivier Revol va intervenir cette semaine, toujours auprès des personnels d'encadrement. Donc c'est vraiment le discours que vous avez entendu ce matin, c'est un discours qu'eux-mêmes entendent. Donc je crois que c'était important de vous le dire. Ensuite, sur la formation des personnels enseignants. C'est à la fois dans leur formation initiale, puisque nous en sommes chargés, et même chose, nous allons faire intervenir Pierre Fourneret au mois de février auprès de nos 400 enseignants stagiaires et nos 150, ce qu'on appelle T1, c'est-à-dire titulaires première année. Il va leur faire une conférence avec un système de visio sur plusieurs sites pour qu'ils entendent également ces importants éléments à prendre en compte quand on a ces enfants en situation de handicap en face de nous. Et puis, après, il y a ce que l'on appelle la formation continue de nos enseignants. Alors, c'est peut-être là où, effectivement, on a un travail au jour le jour à faire, qui est à la fois, on part d'un domaine très large, qui est les méthodes pédagogiques utilisées pour tous les élèves. Donc là, on sait qu'effectivement, il y a tout un travail de formation sur quelles stratégies pédagogiques sont les plus pertinentes pour qu'on puisse accompagner tous les élèves vers le progrès. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui aide à l'accompagnement des élèves dont on est en train de parler aujourd'hui, bien entendu. Et ça, on sait que les pratiques pédagogiques ne bougent pas si facilement que ça. Donc c'est un travail de longue haleine que nous menons régulièrement avec la formation, avec les corps d'inspection, bien entendu. Et puis, il y a quelque chose que nous avons mis en place depuis 4 ans, que nous appelons des formations d'initiative locale. Et le cas, là, me fait penser à cela. C'est-à-dire qu'un chef d'établissement peut faire une demande à la DAFOP à tout moment de l'année, pour dire, voilà, moi j'ai telle question actuellement dans l'établissement et j'aurais besoin d'un accompagnement formatif pour mon équipe.
nous faisons beaucoup de formations justement sur l'accompagnement dans ces élèves 10. Moi, la semaine dernière, j'étais encore dans un établissement pour travailler avec l'ensemble de l'établissement, dans un premier temps, avec le médecin scolaire, pour travailler sur comment faire dans l'établissement pour accompagner le parcours de ces élèves 10. Avec Marie-Pierre Paulet, par exemple, nous intervenons très souvent ensemble sur un premier temps de sensibilisation à toute l'équipe de l'établissement, pour dire quel regard, c'est ça qu'on travaille en premier, on l'a entendu ce matin, et bien entendu, quel regard, quel accompagnement, quelle empathie, de quelle empathie on a besoin, être sûr que tout le monde ait bien le postulat d'éducabilité, y compris pour ces élèves-là, bien entendu, faire en sorte de libérer la parole pour qu'on puisse parler de ces élèves et de ce que ça génère en tant qu'enseignant. Parce que l'enseignant est également une personne, et si les progrès ne vont pas aussi vite qu'on l'aimerait, eh bien c'est parce qu'effectivement, c'est quand même un domaine qui interpelle également la personne derrière l'enseignant. Donc tout ça s'est mis en place régulièrement. Dans le Rhône, chaque année, nous avons environ entre 12 et 15 établissements qui font cette demande sur la notion des besoins éducatifs particuliers. Et là, depuis le début de l'année, nous en avons déjà 6 qui nous sont arrivés. Donc nous sommes près des enseignants pour les faire évoluer pour l'accompagnement de ces élèves-là, mais effectivement, ça ne bouge jamais aussi vite qu'on l'aimerait. Mais en tout cas, moi je rejoins la collègue sur le fait que ça bouge. Je crois qu'on ne s'est jamais tant préoccupé de la réussite de tous les élèves. Nous allons donc maintenant passer à vos questions. Bonjour. À qui doit-on s'adresser pour savoir dans quelle structure est capable d'aller un enfant qui est en dernière année de CLIS? Parce qu'il y a plusieurs structures qui sont capables d'accepter un enfant au niveau du second degré. Il y a l'ULIS, il y a la SECPA. Comment faire? Pouvez-vous préciser votre question? À qui on doit s'adresser pour savoir les possibles endroits, enfin, les possibles lieux de scolarisation après la CLIS, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors, normalement, lors de l'équipe de suivi de scolarisation, vous avez un point, enfin les parents sont invités, avec donc ils sont invités, ils sont partie prenante, pas invités, pardon. Merci de me reprendre. Donc les parents sont partie prenante, les soignants, les enseignants, et surtout dans cette réunion-là, on fait le point de là où en est l'enfant, là où il est arrivé au niveau scolaire, parce que c'est de là un peu que ça va dépendre justement les possibles après, hein, en fonction des progrès de l'enfant, en fonction de là où il en est, parce qu'après, donc si vous parlez d'une CLIS TSLP. Parce que ça dépend aussi de quelle CLIS vous parlez. Il y a différents types de CLIS sur le département du Rhône, en tout cas. Il y a différents types de CLIS. On va peut-être, Hélène, repréciser la différence entre SECPA et ULIS. Voilà. Oui, alors un enfant qui est en CLIS, c'est effectivement un enfant qui est déjà reconnu en situation de handicap, mais plutôt que de savoir s'il était dans une CLIS TSLP ou une CLIS autre, c'est surtout, comme le disait le docteur Paulet, savoir où il en est de ses apprentissages pour voir où il pourra le mieux poursuivre son parcours scolaire, puisque maintenant il faut réfléchir en termes de parcours scolaire personnalisé. Alors là, moi, je ne peux pas répondre directement. S'il y a des enfants à l'issue de la CLIS qui sont en capacité de retourner dans le cursus ordinaire, donc de quitter le champ du handicap ou non, et intégrer une 6e. Il y a d'autres enfants qui vont poursuivre leur scolarisation dans une ULIS, qui est un petit peu au collège le pendant de la CLIS, je dis un petit peu parce que c'est quand même malgré tout différent. Il y a certains enfants pour qui, mais c'est quand même un peu à la marge, vont pouvoir être scolarisés dans une SECPA qui normalement accueille des enfants en grande difficulté scolaire et non pas dans le champ du handicap. Mais comme un enfant va être dans une 6e ordinaire, il pourrait être dans une 6e SECPA. C'est envisageable aussi. Après, il faut voir si les SECPA sont accessibles, notamment au niveau de tout ce qui sera proposé dans la formation des ateliers, ou pour le choix professionnel. Parce que ça, c'est une question qui se pose. Si elle ne se pose pas tout de suite, elle va se poser plus tard. Alors, voilà. Juste une petite minute pour repréciser. Oui, voilà, par rapport à la question qui a été posée, vous avez entendu plusieurs fois l'utilisation d'un sigle ASH. A pour adaptation, SH pour scolarisation des élèves handicapés. C'est important de le repréciser. Ce sont effectivement, dans le Rhône et dans les autres départements, les mêmes inspecteurs qui vont être sur ce sigle. Adaptation,
scolarisation des élèves handicapés. Lorsque l'on parle d'adaptation, on va être au niveau du collège sur les sections d'enseignement général et professionnel adapté, ce que l'on appelle donc le collège SECPA. Lorsque l'on est sur des dispositifs, alors quand on est sur le primaire, c'est la CLIS, mais quand on arrive sur le collège, on est avec les dispositifs ULIS. On est sur le deuxième volet de ce sigle, à savoir la scolarisation des élèves handicapés. Donc bien distinguer l'adaptation de la scolarisation des élèves handicapés. Adaptation, il n'y a pas besoin de faire reconnaître la situation de handicap. Il n'y a pas à avoir situation de handicap. Pour la deuxième partie, par contre, on est sur une reconnaissance. Juste par rapport pour finir, pour répondre à la question de madame, je pense que c'est lors de l'équipe de suivi de scolarisation que sont abordés, pour finir, pour répondre à votre question, je pense que c'est lors de l'équipe de suivi de scolarisation que sont abordés, avec les personnes qui connaissent bien l'enfant, les soignants, les enseignants qui savent le retentissement, les possibles après. Après, pour connaître les propositions qui vous sont faites, vous pouvez visiter les personnes en général vous proposent d'aller visiter les différents endroits pour vous faire, vous, en tant que parent, meilleure connaissance de la chose. Mais en tout cas, je pense que c'est lors de cette équipe-là qu'il faut vraiment envisager tous les possibles pour l'après. J'espère qu'on a répondu à votre question. Alors, une autre question ? Sébastien Pernaud, je suis enseignant dans le second degré dans un lycée de l'Est lyonnais, donc en lycée professionnel. Et donc j'ai été formé cette année à la formation du CASH. Alors pour répondre à cette question, donc j'interviens auprès de lycéens, mais aussi de collégiens avec la classe de 3e prépa pro. Et du coup, il faut se mettre en perspective où on a un élève avec des troubles du langage écrit. Il est en 6e, il faut se mettre dans la perspective de la 3e année singulière, dans la mesure où il va passer le brevet. Et dans ce cas-là, dans la mesure où il n'y a pas de PPS, il sera difficile pour lui, éventuellement, de bénéficier d'un tiers-temps. Non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Non, c'est pas possible. Ah, d'accord, j'ai pas dit qu'il sera pas... Ça sera le sujet du deuxième cas, monsieur, donc ça anticipe un peu. Simplement aussi, on a à cet âge-là des élèves qui changent beaucoup, qui mûrissent et qui ne veulent pas forcément se singulariser par rapport à leurs autres camarades, même s'ils bénéficient d'un tiers-temps. Ils ne l'utiliseront pas. Et du coup, il y a une stratégie possible pour l'équipe enseignante. C'est là-dessus peut-être qu'on peut répondre à cette question. C'est en 6e d'enlever un tiers des questions, des consignes pour éviter d'être en surcharge cognitive. Et puis progressivement, d'année en année, d'augmenter le nombre de questions de manière à ce qu'ils soient prêts pour l'année de 3e. Voilà. Alors, je voudrais faire une remarque parce que je voudrais dire une chose, mais le docteur Paulet pourra peut-être me soutenir dans cette démarche-là. Au niveau des enfants qui présentent des troubles du langage oral, le langage écrit, troubles des apprentissages pour être beaucoup plus généraliste, ce sont des enfants finalement, et vous parents en même temps, ce que c'est l'enfance, c'est ce qu'il n'est pas. Le diagnostic, les diagnostics 10 procèdent, si vous y réfléchissez, si vous avez effectivement eu des informations là-dessus, par élimination. On élimine ce que l'enfant n'est pas. Donc l'enfant, finalement, par rapport aux difficultés qu'il rencontre, il apprend ce qu'il n'est pas, mais il n'apprend pas ce qu'il est. Or, quand vous, parents, vous devez présenter votre enfant, vous devez dire ce qu'il est. L'enseignant, ce qu'il attend, c'est qu'on lui dise, ce jeune, ce qu'il est. Et ça, c'est difficile. Parce que ce n'est pas de cette manière-là que les choses sont abordées. Là, je peux peut-être compléter, mais pas forcément tout reprendre ce que vous avez dit. Effectivement, le diagnostic de 10 est un diagnostic d'élimination, c'est-à-dire qu'on a éliminé d'autres choses, c'est ce qu'on disait ce matin, hein, on a éliminé le retard, on a éliminé plein d'autres diagnostics. Par contre, je pense que quand on parle d'un enfant, on dit quand même ce qu'il est, on dit ce qu'il a, ce qu'il sait faire, la façon dont il sait lire, comment il sait écrire ou comment il est en difficulté pour écrire, mais je pense qu'on parle quand même de l'enfant et pas forcément de ce qu'il n'est pas. Enfin, j'espère. Moi, je m'astreins à ça en tout cas, et je pense que les enseignants aussi. Par contre, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, il y a des enfants, des adolescents, surtout quand ils commencent à rentrer dans l'adolescence, qui ne veulent plus les aménagements. Hein, ça, je vous rejoins tout à fait.
On ne peut pas forcer les aménagements, c'est-à-dire que si si le jeune ne veut pas se différencier des autres et ne veut pas d'aménagement, il faut aussi tenir compte de sa position. Par contre, vous évoquiez des questions en moins. En général, au collège, lorsqu'on dit tiers-temps, les cours se succèdent, vous savez, et donc on ne peut pas faire du temps supplémentaire. Donc c'est en général, systématiquement, des questions en moins. Ce n'est pas seulement parce que l'enfant ne veut pas un temps supplémentaire, hein. C'est souvent comme ça. Quelques questions tirées dans le sujet qui fait que, du coup, il a un temps supplémentaire, mais pas en plus, quoi. Il y a des choses, il a plus de temps pour faire moins de questions. Est-ce qu'un enfant qui n'aurait pas de reconnaissance de handicap auprès de la MDPH, qui aurait simplement un diagnostic de dysphasie, par exemple, qui est en 3e, est-ce qu'il peut prétendre à avoir un tiers-temps et avoir autant de chances qu'un enfant qui aurait une reconnaissance de handicap pour le tiers-temps au brevet? Alors, votre question, c'est de savoir si un enfant qui a un diagnostic de dysphasie, c'est ça? Pas dyslexie, hein, dysphasie, qui a suivi donc le collège avec des aménagements classiques, mais sans PPS, c'est ça? Voilà. Sans aménagement? Alors déjà, je lui tire mon chapeau, parce qu'un enfant dysphasique qui est en 3e, qui n'a eu aucun aménagement et une scolarité ordinaire, je le félicite, parce que c'est quand même en général compliqué. Alors après, ce que je dis tout le temps pour les aménagements sont nécessaires pour les enfants qui ont besoin d'aménagement. D'accord? C'est-à-dire qu'on peut faire une demande d'aménagement. Il n'y a pas besoin d'avoir un dossier auprès de la MDPH pour faire une demande d'aménagement en examen. On l'abordera dans le cas suivant, je pense, la démarche pour les aménagements, hein, le cursus, enfin la démarche à faire. Mais par contre, il faut bien penser qu'au vu des bilans qui seront fournis dans l'étude de cas, au vu des aménagements qui ont eu ou qui n'ont pas eu lieu pendant l'année, au vu de là où en est le retentissement de l'enfant, parfois, on n'a pas forcément d'avoir besoin de temps supplémentaire. Le temps supplémentaire n'est pas forcément un gain pour les enfants qui sont dyslexiques ou dysphasiques parce qu'ils sont fatigables, et avoir 1 heure de plus au bout des 3 heures n'est pas forcément quelque chose de positif. Donc il faut aussi le penser là-dedans. Il faut vraiment penser à ça. Donc ça, je ne dis pas qu'il n'en aura pas besoin. Il est possible qu'il l'ait, même s'il ne l'a pas eu avant. Mais c'est tout à réétudier en fonction de là où il en est, de ce qu'il fait. Et s'il n'a pas eu besoin pendant l'année, pourquoi en avoir besoin au moment de l'examen? C'est toute une question à voir. Hein. On reviendra dans le 2e cas sur les aménagements, les textes, hein, sur les examens, donc brevet, hein, diplôme national du brevet et le bac, puisque dans le 2e cas, c'est un élève de lycée dont il s'agit. Il y avait une autre question. Oui, bonjour. J'aborderai la transition entre le CM2 et le 6e. Nous nous sommes installés sur Lyon exclusivement pour la dyslexie de notre enfant. Et quels sont les recours possibles quand les principaux de collège, que ce soit dans le secteur privé ou le collège de secteur, refusent l'inscription d'un enfant dyslexique? En privé, je ne peux pas répondre. Non, en privé, mais en privé, vous ne pouvez pas répondre. En public, on ne peut pas refuser. Alors, ce qui s'est passé, le cas est très simple. J'ai fait toute la hiérarchie de l'inspection académique et du rectorat, qui s'est trouvée face au cas où elle ne pouvait pas imposer l'inscription au principal de secteur. Et on a été dirigé au bout de la course, juste avant la rentrée, à un collège public très loin de là où on habitait, et avec on va dire une ouverture sur ce problème-là qui n'était pas forcément adaptée. Donc les recommandations du neuropédiatre ont été de le mettre au CNED cette année, avec une assistance particulière. Et nous allons avoir donc une reconnaissance MDPH qui devrait être notifiée dans les jours qui suivent. Ça fait quand même 8 mois qu'on traite ce dossier-là. On est venu s'installer en France pour ça. Et on a été refusé de manière sommaire par un collège public parce qu'il était dyslexique. Alors, écoutez, non, mais finalement, nous ne pouvons pas répondre parce que c'est votre cas. Le généraliser, ce serait dire que les principaux de collège... Alors, attendez, dans votre intervention, il y avait donc le principal, collège public, le directeur collège privé, c'est ça? Mais vous avez dit à la fin, excusez-moi, j'ai peut-être pas tout à fait compris, que vous n'aviez pas de notification MDPH, donc il y avait aussi la MDPH qui était en... Là, vous rajoutez février, enfin, vous voyez, donc peut-être qu'il faudrait... C'est pas que nous refusons de répondre, mais nous ne pouvons pas répondre, sauf de façon générale, en disant
que cela nous étonne qu'un enfant, alors je ne sais pas ce qu'il est, vous dites dyslexique, mais qu'un enfant soit refusé dans un collège, puisque la loi de 2005 en fait obligation. Donc, y compris pour des enfants handicapés qui ne feront pas 1 heure dans le collège. Vous savez tous que la loi de 2005 impose qu'ils soient inscrits soit dans une école, soit dans un collège de secteur, même s'ils n'y vont jamais parce qu'ils restent dans un institut à côté. On abordera peut-être la fin de votre question. Non, mais c'est pas un refus de répondre, mais c'est un peu... Voilà, on fera comme ça. Ah oui, oui. Bonjour, je voudrais avoir des renseignements sur les formations que vous proposez aux professeurs d'anglais, spécifiquement donc pour l'apprentissage de l'anglais aux enfants dyslexiques. Quels aménagements aux examens envisagez-vous? Et deuxième question complètement différente. Il se dit, et il est assez vérifié en tout cas en Haute-Savoie, qu'il y a très peu de médecins scolaires ou pas du tout dans l'enseignement privé. Est-ce que la question se pose et quelle remédiation peut-on avoir? Merci. Alors Nicole Dumoux peut-être pour la formation. Alors sur la formation, effectivement, pour ce qui concerne l'anglais, nous avons toute une équipe qui a travaillé cette question-là, notamment dans le département de la Loire. Il y a eu une expérimentation qui a été conduite pendant 4 ans sur une cohorte d'élèves de la 6e à la 3e, avec une évaluation mise en place par les corps d'inspection. Et les résultats de cette évaluation et tout le travail que propose cette collègue nous servent d'appui pour la formation des professeurs d'anglais. Et elle est disponible sur le site de l'inspection de la Loire. Donc si vous allez voir sur l'inspection de la Loire, vous avez à peu près toutes les préconisations qui sont proposées par cette équipe. Il y a une équipe d'anglais, il y a également une équipe en maths, il y a une équipe en lettres. Donc il y a vraiment plusieurs disciplines qui ont été travaillées à titre expérimental. D'une part, en langue, ce qui est préconisé, c'est bien entendu, comme dans toutes les disciplines pour les élèves dyslexiques, c'est de s'appuyer sur l'oral en premier, puisque ce sont des élèves qui, normalement, à l'oral, n'ont pas de difficultés. Mais on a bien entendu les médecins ce matin qui nous disent que même si le cognitif et l'affectif sont tellement liés qu'avec un vécu depuis longtemps de difficultés, de souffrances, il se peut très bien que l'élève finalement, ça soit plus une histoire de manque de confiance en lui et de manque d'estime de lui-même qui fasse qu'il n'ose plus prendre la parole. Mais donc il faut faire tout ce travail avec les élèves pour pouvoir s'appuyer sur l'oral. Si on fait ce travail-là, on peut évaluer à l'oral, bien entendu. Donc il y a toute cette partie-là qui est travaillée. Et puis il y a également l'utilisation d'outils comme le vidéoprojecteur, comme des outils avec les TIS qui nous sont proposés maintenant, qui peuvent beaucoup aider à centrer l'attention des élèves sur la même activité, à les aider à se repérer. Pour eux, par exemple, c'est difficile de se repérer sur un document audio, on le sait. Ils perdent dans un dialogue qui est en train de parler. Donc avec un document audio, on peut leur projeter en même temps quels sont les personnages qui sont en train de parler. Donc il y a des aides comme ça qui sont proposées. Peut-être que tu voulais compléter sur la question du médical. Alors, pour l'écrit, nous avons des préconisations qui sont valables pour toutes les disciplines, qui sont effectivement d'abord, dans un premier temps, de se poser la question de l'accessibilité des documents écrits que l'on propose aux élèves dyslexiques. Donc, on demande aux enseignants qui sont formés d'utiliser une police, on sait que c'est plutôt Arial 12 qui est utilisé, d'augmenter les interlignes pour qu'ils puissent se repérer dans les documents, d'utiliser toutes sortes un petit peu de supports différents, de ne pas trop charger les documents pour qu'il n'y ait pas de problème de repérage. Ensuite, au niveau des documents, donc si on donne ce document à l'élève, il y a accès. Après, se poser la question de la trace écrite. S'assurer que quand l'élève va repartir chez lui, il va avoir un document sur lequel il va pouvoir s'appuyer pour apprendre son cours. Donc là, soit on distribue on conseille de distribuer des photocopies d'un cours complet à l'élève, ou alors il peut y avoir un système qui est mis en place dans certains établissements d'entraide entre pairs, qui fait qu'il y ait un camarade qui accepte d'aller à la récréation, faire photocopier son cours pour que l'élève dyslexique puisse repartir avec. Donc ce sont des choses comme ça qui après sont mises en place dans les établissements. Il peut y avoir un cahier de classe à disposition des élèves également. C'est ce type un petit peu de choses que nous préconisons. On passe au deuxième. Bien en place à l'école élémentaire et au collège, Julien a suivi jusqu'à présent un parcours scolaire ordinaire. Ses parents s'inquiètent cependant pour le passage du diplôme national du brevet, le DNB, et pour son orientation l'année prochaine en lycée professionnel. Donc vous voyez que nous avons déjà engagé un certain nombre de questions sur lesquelles nous allons poursuivre. Alors les questions, vous les avez... vous les projetez? Excusez-moi. Non, on ne les a pas. Non. Non, parce qu'elles reprennent. Alors, les questions que nous pensions aborder... Si, mais et voilà.
Mais nous débordons toujours largement et anticipons. Bon, c'est très bien. C'est toujours comme ça, les tables rondes, de toute façon. Bon, alors, le suivi au collège, on a déjà anticipé. On va reparler de ça. On donnera la parole à Madame Chasseret en tant que professeur, en tant que référente. Hein. Le cas des examens, on va faire le point, si vous voulez, de façon rapide, parce qu'il y a des textes qui concernent les élèves en situation de handicap pour les examens, des textes généraux, des textes pour les déficients visuels, pour les sourds, etc. Et pour les dyslexiques, c'est plus restreint, comme vous le savez. Hein. Et puis, l'orientation, si vous avez des questions à poser sur l'orientation, puisque le cas de Julien évoquait son passage en lycée professionnel. Hein. Donc, peut-être parler de cette orientation et de la voie professionnelle qui peut être proposée. Si vous le voulez bien, Madame Chasseret, hein, pour référente. Oui, en tant qu'enseignant référent, nous sommes amenés effectivement, pour des jeunes qui ont obtenu la reconnaissance dans le courant de leur parcours scolaire, hein, ça peut arriver dans le courant de la maternelle, mais ça peut arriver plus tard dans son parcours scolaire, au primaire ou même au collège. Hein, il y a des jeunes qui obtiennent cette reconnaissance lorsqu'ils sont au collège. L'enseignant référent, effectivement, est amené à intervenir chaque année. Par rapport à ce que j'ai évoqué tout à l'heure, et donc le docteur Paulet faisait remarquer que les équipes s'appuient justement pour dégager les points d'appui, les éléments qui vont être utiles pour définir le profil de l'enfant. Effectivement, en tant qu'enseignante référente, par expérience, c'est au fil des années que ce profil s'affine. La raison pour laquelle j'interpellais sur la première situation le docteur Pelé au niveau des diagnostics, c'était pour nous enseignants référents, et puis je parle aussi pour les enseignants d'une manière peut-être un peu plus générale, on a une représentation derrière ces diagnostics qui n'est pas forcément tout à fait correcte, hein, j'ose le dire, hein, même en étant enseignante référente, voilà, je n'ai pas honte de le dire. Ça demande effectivement de pouvoir échanger beaucoup avec les professionnels. Donc moi je vais insister sur un aspect qui est très important me semble-t-il, avant d'engager les autres questions, c'est que dans ce métier d'enseignant référent, on évitera de prendre appui sur les diagnostics. Par contre, quand je dis qu'on évitera de prendre appui, c'est-à-dire qu'on évitera d'utiliser sans savoir forcément tout ce qu'il y a derrière, à tort et à travers, les termes dyspraxiques, dysorthographiques, dysgraphiques. On va par contre s'attacher auprès des équipes enseignantes et des professionnels d'orthophonie, psychomotricité qui sont là, à définir le profil avec des mots qui correspondent à l'éducation nationale. Pour information, l'éducation nationale, au niveau des enfants 10, utilise la nomenclature trouble du langage oral, trouble de la parole, et du langage écrit. Alors, je dis bien la nomenclature ministérielle. Hein. Là, vous parlez du dispositif. Nous, au niveau du ministère, quand ils nous interrogent, on les classifie, troubles de la parole ou du langage écrit. Voilà. Tout à fait, qui fait partie de troubles spécifiques. Alors, au niveau de ces situations, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais quand on dit qu'un dossier est validé, c'est qu'en fait, ce jeune, par rapport aux troubles qu'il présente, il lui a été reconnu des compensations. Et ces compensations sont au-delà des aménagements pédagogiques. C'est-à-dire qu'il peut être à ce moment-là reconnu une aide humaine, que vous connaissez par le biais des auxiliaires de vie scolaire. Il peut leur être reconnu une scolarité sur un dispositif second degré tel que les unités localisées pour l'inclusion scolaire, ce qu'on appelle les ULIS. Et il peut leur être aussi associé à l'auxiliaire de vie scolaire ou associé au dispositif ULIS. Il peut leur être accordé un service médico-social, ce qu'on appelle les CESAD. Si on suit la situation que vous nous avez proposée pour débattre, on pourra élargir après. Si je comprends bien, il y a effectivement une reconnaissance du handicap, effectivement un PPS, mais il est dans le lycée. Il est en fin de son collège et il envisage de passer en lycée professionnel. Donc il n'y a pas d'ULIS, il n'y a pas d'autres structures à côté. Enfin, si j'ai bien compris le cadre. Hein. Donc après, je ne sais pas si vous voulez qu'on... On va peut-être parler d'ULIS, puisque nous avons 3 coordonnateurs d'ULIS. Donc Monsieur Rongier, puis vous deux, allez-y. Moi, je voulais déjà lever éventuellement une ambiguïté qui déjà existe entre nous, quand on parle justement du parcours de scolarisation de l'élève.
c'est le mot orientation. Madame Chasseret est intervenue en tant qu'enseignante référente, et à ce titre-là, le mot orientation a une signification tout à fait particulière. On est dans le champ du handicap. C'est une question qu'on se pose quand on emploie ce mot-là sur est-ce que l'élève doit bénéficier encore d'un enseignement dans un milieu le plus ordinaire possible, ou on réfléchit éventuellement à une orientation dans un dispositif plus particulier, voire un établissement plus spécialisé. Et puis, dans le second cas scolaire qui nous occupe, là on parle d'orientation scolaire, c'est-à-dire fin de collège. Quelle est l'orientation en termes de formation validante, d'acquisition d'un diplôme et d'une éventuelle poursuite d'études. Donc il faut que, même du côté des parents, ce terme d'orientation soit bien choisi. Est-ce qu'on parle de l'orientation scolaire en termes de parcours de validation, d'acquis, de connaissances et d'évaluation, ou est-ce qu'on est du côté du champ du handicap? Et dans ce cas-là, on parle de recherche de compensation, d'établissement et de modalités. Voilà. Attendez, on va laisser peut-être Madame Milan, qui est aussi coordinatrice d'Ulysse, pour bien faire la distinction, et naturellement nous reprendrons notre cas. Cela dit, le petit Julien en question pourrait être, avec une autre formulation, être dans une Ulysse de collège, hein, nous sommes bien d'accord. Hein. C'est pour ça que nous nous permettons aussi d'en parler rapidement. Madame Milan. Oui, donc pour compléter, avec les parents et tous les partenaires extérieurs, c'est vrai que c'est une question que l'on se pose très tôt, et certains parents sont même étonnés qu'on aborde ce sujet dès la 6e. Donc en fait, pour ces enfants-là, c'est réellement plus qu'un projet d'orientation, on va vraiment anticiper pour que la sortie du collège se fasse dans les meilleures conditions possibles et pas faire de choix, on va dire, par défaut. C'est-à-dire que ce travail-là, il se met en place très tôt. Et souvent, les parents sont étonnés que on leur parle déjà de la sortie alors que les élèves viennent juste de rentrer. En même temps, ces 4 ans sont nécessaires pour pouvoir justement affiner le profil de l'élève, voir quels sont ses points d'appui, ses centres d'intérêt, faire en sorte, alors rapidement, et on peut dire même dès la 4e, de leur permettre de faire des stages d'observation dans différents domaines professionnels, c'est-à-dire d'avoir aussi un réseau de partenaires à l'extérieur qui nous permettent justement de pouvoir orienter l'élève, en tout cas de la meilleure façon possible. Voilà, donc pour les élèves en tout cas qui appartiennent à un dispositif tel que l'Ulysse, c'est une question qui est pensée très très tôt, dès la 6e. Donc je pense que mes collègues peuvent compléter. Et on a un volet du PPS qui est le PPO, le projet personnel d'orientation. Madame Descola, vous voulez peut-être compléter ce qui a été dit à la fois sur la situation de ces élèves, mais aussi la définition d'une orientation, hein, c'est tout. Alors moi, je vais simplement rajouter 2-3 petites choses sur justement ceux qui sont en milieu ordinaire et qui ne sont pas en Ulysse. Souvent, on peut aussi leur proposer à ces élèves de faire des stages à partir de la 4e. Tout ça, c'est en lien forcément avec l'équipe, le principal et le CPE qui vont mettre en place des stages et travailler sur l'orientation, ainsi que la COP, qui est la conseillère d'orientation et psychologue dans les collèges et lycées et qui est un personnage très très important conseiller d'orientation psychologue. Alors, je reprends aussi le micro parce que je m'aperçois que, notamment en tant que coordonnateur d'Ulysse, on navigue très vite à l'écoute de mes 2 collègues entre la classe ordinaire et le dispositif où on propose des compensations. Mais en termes d'orientation, là, par 2 fois, il vous a été rappelé, alors je reprends le terme d'orientation en termes de parcours scolaire de formation. Pourquoi on cible la 4e? Parce que dans le cadre du... Alors, c'est un autre sigle de notre institution, du projet personnalisé d'orientation, le PPO, que l'élève prépare principalement en classe de 3e, il existe ce qu'on appelle le stage d'observation. Si vous avez déjà eu des enfants qui sont passés en 3e ou qui y sont actuellement, ils sont en recherche de stage pour découvrir, avoir une idée de ce qu'est le monde du travail, éventuellement se renseigner sur une formation. C'est tout élève de 3e actuellement qui a ce stage d'observation à faire dans le cadre de son PPO. Pour autant, les élèves en situation de soit handicap avéré reconnu, donc en Ulysse, soit simplement avec un diagnostic de 10 qui fait remonter à des difficultés scolaires ayant nécessité, notamment en primaire, au moins une année de redoublement,
ils arrivent en classe de 4e à 14 ans, qui sont les 2 conditions pour pouvoir partir en stage d'observation. Donc normalement, tout élève de 3e y a droit parce qu'il a 14 ans à ce moment-là, mais il faut aussi être au minimum inscrit en classe de 4e. Donc c'est pour ça que dans ce genre de difficultés scolaires et de personnalisation du parcours, même hors dispositif Ulysse, on peut tout à fait penser en équipe éducative à proposer un stage d'observation à un élève qui est dyslexique, diagnostiqué, qui a des aménagements, sans pour autant parler de PPS, et qui a atteint ses 14 ans pour anticiper cette orientation. Pour compléter ce que vous dites, Monsieur Rongier, je dirais tout simplement que ce que vous avez dit concerne tous les élèves du collège, et pas simplement les 10, c'est-à-dire que tous les élèves du collège, à partir de la 5e, commencent, si vous voulez, un parcours d'orientation. Alors évidemment, en 3e, on ne leur parle pas du post-baccalauréat, bien entendu, mais quand même, avec un parcours qui est tout à fait inscrit dans les textes, qui concerne encore une fois tous les élèves, qui s'appelle le parcours de découverte des métiers et des formations, hein, PDMF, puisque vous savez que nous aimons beaucoup les sigles. Donc ce parcours de découverte dans le collège est institutionnalisé, concerne tous les élèves. Tous les élèves de collège, quels qu'ils soient, peuvent prendre une option de découverte. Bon, les structures sont en train de changer, enfin les dispositifs sont en train de changer pour découvrir le monde professionnel, y compris un élève qui n'aurait pas du tout envie d'aller dans le monde professionnel, mais qui voudrait savoir à quoi ça ressemble. Donc tout ça, c'est tout à fait possible et ça se continue au lycée, en particulier dans le cadre de la réforme du lycée, où il y a une disposition qui s'appelle l'accompagnement personnalisé, en seconde, première et cette année à la rentrée 2012 en terminale aussi, donc vraiment tout le lycée, où il y a des heures spécifiques consacrées à cet accompagnement personnalisé qui comprend des choses classiques comme du soutien scolaire, du rattrapage, de l'approfondissement, de la méthodologie, mais aussi obligatoirement qui comporte un volet orientation et qui s'adresse à tous les élèves, hein, qu'ils soient dyslexiques ou handicapés. Tous les élèves sont concernés, c'est dans la loi de la réforme du lycée. Donc là, c'est le moment de dire que justement l'élève dyslexique entre dans un processus qui est général de ce point de vue-là. De droit, oui, absolument. Docteur Paulet. M'autorisez-vous à rajouter, suite à ce que vous venez de dire, on revient au cas là, qui vous a été présenté. Dans le cadre des difficultés, alors en dispositif Ulysse ou peu importe, la réflexion qu'il y a à avoir sur l'orientation scolaire d'un élève, c'est dans quelle situation de mise en réussite doit-il être placé. Et on en revient au cas qui est présenté, on voit qu'un élève peut passer par la voie professionnelle et avoir un objectif ambitieux. Donc c'est aussi, même si on vous a cité la loi de 2005 qui, depuis des années, travaille à ce changement de regard de tous les acteurs qui œuvrent autour de vos enfants, il y avait quand même, depuis quelques années, je reprends Monsieur Nallet, donc je n'ai pas de langue de bois, les élèves en difficulté, c'est la voie professionnelle, les élèves qui sont bons, c'est la voie générale. Non, la voie de la réussite professionnelle peut passer par la formation professionnelle. Et c'est pour les élèves en situation de handicap reconnu ou simplement de troubles diagnostiqués, un critère de réussite qui peut se présenter à eux, par le biais simplement des contenus de formation qui proposent des enseignements qui sont moins liés à la maîtrise de la langue, notamment française, que dans l'enseignement général. Donc c'est vraiment, quand on aborde cette orientation en voie professionnelle, un critère de mise en situation de réussite. Et c'est pour ça aussi qu'on y pense dès la 5e, voire la 4e, très vite. Parce qu'effectivement, il faut que l'élève se fasse à ça, et il faut que les parents se fassent à ça. Ce n'est pas, on les met en professionnel parce qu'il n'est pas capable de suivre ailleurs. Non, c'est peut-être, là je m'adresse aux parents, à entendre que c'est par la voie professionnelle qu'il sera peut-être mise en situation de réussir. Docteur Paulet. Juste par rapport à ce que vous disiez, ça ne veut pas dire que tout élève dyslexique va devoir aller... enfin, là, on ne parle pas de cas général, hein, on parle de cas particuliers. Peut-être que je vais peut-être repréciser moi, parce que je sais que c'est la grande question de quelle démarche il faut faire pour demander des aménagements, juste rapidement. Donc normalement, il y a une circulaire qui pose le cadre des aménagements. Donc le chef d'établissement, on revient au chef d'établissement de tout à l'heure, le chef d'établissement donc reçoit cette circulaire et donc la transmet aussi au professeur principal. Et donc les élèves qui sont en situation d'handicap ou qui veulent faire cette demande-là se font connaître auprès de chef d'établissement. Il y a des professeurs aussi des fois qui le proposent aux élèves dont ils ont connaissance. Hein. Et alors à ce moment-là, il faut monter donc un dossier. Dans ce dossier,
Il y a donc un certificat médical qui peut être fait par le médecin généraliste, par le médecin scolaire, en tout cas qui doit être le plus complet possible pour préciser le retentissement du trouble et les difficultés. Donc il doit y avoir le diagnostic, mais aussi les retentissements, parce qu'un élève dyslexique n'a pas forcément les mêmes retentissements, les uns et les autres n'ont pas les mêmes retentissements. Je vous dis ça parce que c'est important, parce que ce dossier va être étudié sur le certificat médical, sur les bilans des orthophonistes, qui doivent dater de moins de 2 ans. C'est important. Même si on est dyslexique et on le reste, le bilan doit être récent pour évaluer le retentissement, pour savoir si l'enfant a compensé, pour savoir quel niveau de lecture et déchiffrage il a. Donc c'est important. Ça ne veut pas dire qu'on remet en cause le diagnostic de dyslexie, mais c'est qu'on veut savoir le retentissement du trouble pour l'enfant en 3e. Donc il doit dater de moins de 2 ans. Donc un bilan orthophonique. Il y a souvent aussi demandé les écrits de l'enfant, parce qu'on veut voir comment l'enfant écrit. C'est-à-dire que si l'enfant n'est pas relisible, c'est quand même pas pareil que si l'enfant est bien relisible. Donc c'est important qu'il y ait aussi donc, les écrits de l'enfant. Donc il faut qu'il y ait le certificat médical, les bilans orthophoniques de moins de 2 ans, un écrit donc, de l'élève dans des cours au choix. Donc ça, c'est un premier volet. Il y a un autre document qui est à remplir de façon administrative par le collège, avec les aménagements qui sont mis en place. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'est important aussi de savoir si les aménagements ont eu lieu pendant l'année ou pas. Donc, il est signé du chef d'établissement et du professeur principal. Et il y a un document rempli par les parents qui, eux aussi, donc, demandent ces aménagements. Et c'est au vu de ces 3 documents-là, dont un qui est complet avec les bilans, que va être étudié le dossier par un médecin qui est désigné par la CDAPH, un terme compliqué, enfin c'est une commission en tout cas, qui va étudier et qui va étudier surtout le retentissement et voir les aménagements qui sont nécessaires. Ce n'est pas parce qu'il est dyslexique qu'il aura les aménagements. Ça ne veut pas dire qu'on ne reconnaît pas qu'il est dyslexique. Ça veut dire qu'au vu de ce qui a été donné, les aménagements, enfin le bilan qui a été fait montre qu'il n'a pas forcément besoin de temps supplémentaire. Il peut avoir peut-être besoin d'un dicté aménagé, mais pas du temps supplémentaire. Donc vous voyez, il faut bien penser que la demande d'aménagement, c'est pour que ce soit quelque chose de positif pour l'élève et qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément nécessaires pour eux. Alors, les questions seront après. C'est possible même dans le privé. C'était votre remarque, oui, oui. Bien sûr. Ça, c'est valable pour tous les établissements. Ah oui, parce que là, si vous voulez, on se met du point de vue du candidat, si je puis dire, du candidat à un examen. Alors, il y a égalité totale entre le public et le privé, bien entendu. Alors, quand le docteur Paulet parlait de chef d'établissement, elle parlait évidemment du principal du public ou du directeur de privé, hein, puisqu'on dit directeur. Ou du proviseur au lycée. Ou du proviseur du lycée professionnel, général et technologique, ou du directeur du lycée professionnel général et technologique du privé. Bien entendu, il faut être bien clair. Peut-être avant de faire le bilan sur les aménagements, oui, allez-y. Juste avant que vous passiez la parole, excusez-moi, juste pour finir, parce que passerai la parole juste après. Juste donc les enfants qui ont un dossier MDPH, c'est marqué dans le certificat médical. Hein, ça veut dire que le trouble a été reconnu, donc ça fait partie du certificat médical et c'est aussi, ils ont d'autant plus les aménagements. Hein, mais il n'y a pas besoin d'avoir un dossier MDPH pour faire la demande d'aménagement, mais il faut le spécifier lorsqu'on a un dossier MDPH, bien sûr. Oui, madame. Alors, vous disiez, est-ce que l'enseignant référent est le même dans le public ou dans le privé? Alors, les enseignants référents sont nommés sur un secteur géographique. Et sur ce secteur géographique, ils ont donc donné par le directeur académique une responsabilité sur un certain nombre d'établissements, tous les établissements publics, de la maternelle jusqu'au lycée, qui se trouvent sur ce secteur géographique, tous les établissements privés sous contrat, et également les établissements médico-sociaux, les IME, les ITEP. Et si sur ce secteur géographique, il y a des scolarités dans les hôpitaux, ça fait partie aussi des établissements où interviennent les enseignants, sans oublier les établissements qui dépendent du ministère de l'Agriculture, donc les MFR notamment, et les lycées agricoles. Madame, tout type d'établissement où il y a de la scolarité. Voilà, si vous avez terminé. Il y avait un monsieur... Nallet, je voulais quand même apporter une précision par rapport à ce que disait le docteur Paulet. Alors, rapidement, sur les examens. oui. Ce qui est important que vous sachiez, c'est que tout ce qui concerne les examens, c'est une compétence des services académiques.
Le docteur Paulet a bien redonné la procédure. C'est une procédure, pour que vous sachiez un petit peu la repérer, qui se démarre en novembre, ordinairement, dans le département du Rhône. Je ne peux pas parler pour tous les départements, mais dans le Rhône, ordinairement, ça se démarre, le lancement de cette campagne se fait en novembre. 3 volets. Le volet candidat, donc le jeune concerné. Le volet établissement, la partie qui est à remplir par établissement, et le volet médecin scolaire. Le médecin scolaire va donc, sur une liste qui lui est présentée par les services académiques, lister des mesures qui peuvent être intéressantes pour le jeune. Cette demande, elle part effectivement, quelle que soit la situation du jeune, handicap, maladie invalidante ou pas. Cette demande, qui est constituée de 3 volets, va partir vers la commission des droits et de l'autonomie. C'est la même commission qui est auprès de la MDPH, auprès de la maison départementale des personnes handicapées. Mais il se trouve que c'est une partie de cette commission qui ne gère que les aménagements des examens. Et cette commission va rendre un avis. Je dis bien que cette commission va rendre un avis. Cet avis est envoyé aux services académiques, et ce sont les services académiques, au vu de cet avis, qui vont décider. La décision appartient, puisque c'est leur compétence, la décision appartient aux services académiques. Sur proposition quand même du médecin qui... Sur proposition du médecin, tout à fait, mais ce sont les services académiques qui gèrent. Alors maintenant, au niveau de ces mesures, une précision quand même, le texte, donc c'est un texte qui a été actualisé, puisque le précédent datait de 2006, un nouveau texte est sorti en décembre dernier, en décembre 2011. Décembre 2011, un texte est sorti. Souvent, on entend parler d'une chose, mais qui n'apparaît pas spécialement dans ce texte d'ailleurs, le tiers-temps. On entend beaucoup parler. Je précise que la circulaire rappelle qu'il s'agit d'un temps de composition majoré. Ensuite, par commodité, les services académiques choisissent en général d'accorder un temps supplémentaire qui correspond au tiers du temps de l'épreuve, qu'on appelle donc communément le tiers-temps. Mais la circulaire parle bien d'un temps d'épreuve, un temps de composition majoré. Cette mesure, il faut savoir quand même, quand on lit les textes, qu'elle va intervenir très très loin dans la liste, hein, même si les professeurs ont tendance à la citer en premier lieu. Ce n'est pas la toute première des mesures qui est donnée. Il y a toute une série de mesures, ne serait-ce que pour installer le candidat, hein, s'il y a besoin d'avoir des mesures sur l'installation du candidat, les locaux. Ensuite viennent une mesure que les enseignants connaissent assez bien, tout ce qui va concerner le secrétariat, donc écrire sous la dictée du candidat. Quelque chose qui est beaucoup moins connu, mais qui est très 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 utile pour les enfants qui présentent des troubles du langage écrit et du langage de la parole, à savoir, c'est l'assistance lecture. Ce n'est pas quelqu'un qui va écrire à la place du jeune, mais par contre, c'est quelqu'un qui va lui lire le texte. Et si c'est préconisé par le médecin, et si la CDA a rendu un avis favorable dans ce sens, et que c'est décidé par les services académiques, eh bien, ce jeune peut bénéficier aussi de reformulation. Ce n'est pas systématique. Attention, en général, c'est la lecture seule. L'assistance, c'est la lecture seule. Dans certains cas, il peut effectivement y avoir une reformulation, et le degré un petit peu plus loin. Là, lorsque vous parlez de reformulation, c'est lorsqu'il s'agit d'enfants dysphasiques qui ont des énormes problèmes de compréhension, et au niveau, un enfant dyslexique n'aura effectivement pas de reformulation. Alors ça dépend des situations, hein, mais voilà, après... Alors, si on fait le point justement sur les aménagements en dehors du tiers-temps, qui, comme vous l'avez dit, Madame Chasseret, est un maximum, mais un maximum qui est passé dans les faits, puisque pour les examens et les concours de la fonction publique, il est communément admis que nous parlons de tiers-temps, parce que un quart de temps, je ne sais quoi, ça doit être difficile. J'ajouterais ce que vous avez dit, une petite disposition qui concerne plutôt les examens de fin d'études, c'est-à-dire le fait de laisser du temps suffisant entre midi et 2 heures à cause justement de l'allongement de l'épreuve du matin, à cause du tiers-temps. Hein. Donc les chefs d'établissement, alors à ce moment-là, je ne veux pas dire les chefs d'établissement, je veux dire les chefs de centre d'examen sont tenus de s'assurer que la pause méridienne, comme nous disons, la pause de midi, se passe dans de bonnes conditions. Il y a aussi des aménagements de salles pour cette pause méridienne, les élèves, mais ça ne concerne pas les élèves dyslexiques au sens courant du terme, évidemment, pourraient rester dans la salle pour déjeuner, etc., etc. Alors, les aménagements pour les élèves dyslexiques, mais pas au sens du fort handicap, qu'est-ce qu'il y a, à part le tiers-temps ?
Et il y a, si nous regardons le DNB, Diplôme national du brevet, qui est l'appellation officielle du brevet, qui n'est plus brevet des collèges, mais enfin c'est la même chose, eh bien il y a pratiquement que la dictée de l'épreuve de français, qui depuis quelque temps, avec des degrés variables selon les académies, Lyon, bon, on ne s'est pas décidé tout de suite, mais maintenant nous avons quelque chose d'officiel. On propose donc aux élèves de 3e, qui sont alors, avec toutes les ce que je dis, avec les conditions que vient d'énoncer Dr Paulet, avec les précisions de Mme Chasseret, évidemment. Hein. Bon, je ne reviens pas là-dessus, c'est si l'aménagement est accepté. Est accordé. Une dictée donc qui s'appelait communément à trous, mais qui propose plutôt dans des lacunes un choix de trois propositions orthographiques, dont l'une est évidemment correcte et les deux autres incorrectes. Il y a eu longtemps confusion, enfin pas confusion voulue, mais rencontre entre les élèves donc dyslexiques et puis les élèves sourds qui avaient la même dictée, hein, donc, alors que ce n'est pas tout à fait la même chose. Dans le champ du handicap, il y a pas mal... Alors là, nous sommes dans l'aménagement d'une épreuve. Ce n'est pas l'aménagement de l'examen lui-même. C'est l'aménagement d'une épreuve, et les textes officiels, vous allez dire qu'ils sont tatillons, disent que dans chaque discipline, il faut qu'il y ait une décision. C'est-à-dire qu'on ne peut pas adopter une mesure qui dirait « oui, alors l'histoire, géographie, les mathématiques, on enlève 3 questions et puis c'est bon ». Ça ne se passe pas du tout comme ça. Il faut examiner l'épreuve de mathématiques, l'épreuve d'histoire-géographie. Alors, pour les handicaps lourds, ça ne concerne pas notre sujet d'aujourd'hui, mais c'est à titre informatif, on peut aménager des épreuves de sciences physiques, surtout quand il y a des épreuves pratiques. On peut aménager des épreuves de sciences et vie de la Terre. Pour des élèves déficients visuels, on peut, par exemple, les dispenser de croquis ou des choses comme ça. Pour les élèves dyslexiques au sens courant du terme, je ne vois guère, à part la dictée du brevet, que éventuellement la dispense de la seconde langue vivante, hein, je ne me trompe pas. Alors, l'outil informatique, c'est une aide, voilà, c'est une modalité. Donc, je disais la dispense de la deuxième langue vivante au niveau du BTS, puisque la deuxième langue vivante, depuis quelques années, était devenue obligatoire, il n'y en avait qu'une avant, et puis peut-être au niveau du baccalauréat professionnel. Donc, encore une fois, si l'aménagement est accepté. Et vous vouliez ajouter, M. Rongier, ça c'est une aide? Alors, merci de me redonner la parole. Je voulais ajouter 2 choses, notamment en termes de langue vivante, notamment, je reviens au cas numéro 2. Il y a eu une modification dans le cadre européen des langues vivantes sur l'évaluation du niveau dans une langue vivante au brevet sous forme de contrôle continu. L'élève doit être évalué sur un niveau de l'une des 2 langues et non pas forcément la LV1. Ça, c'est important à savoir, notamment pour les parents d'élèves dyslexiques pour lesquels c'est le cas général, on a M. entendu, Rongier, hein. Oui, c'est le cas général de tous les élèves. L'anglais posait problème. Non, l'élève peut tout à fait, dans le cadre du brevet, être évalué sur sa 2e langue vivante. Pardon. Deuxième chose que je voulais aussi ajouter, si vous le permettez. Allez-y, parce que... Mais très rapidement, c'est quand on parle de préconisation pour aider l'élève à avoir un projet de scolarisation le plus ordinaire possible, dès l'entrée en 6e, on envisage très vite de ne pas compter l'orthographe, d'enlever un exercice ou une question en moins ou autre. J'attire votre attention par rapport à ce que disait Mme Chasseret et le Dr Paulet, c'est qu'il n'y a pas ce genre de possibilité dans les modalités d'adaptation de l'épreuve. Donc il faut peut-être être plus vigilant l'année de l'examen à prévoir dès le début de l'année qu'est-ce qui est proposé à l'élève en termes d'adaptation, dans le florilège d'adaptation qu'il sera en droit de demander, enfin, dont les parents seront en droit de faire la demande. Je prends l'exemple très simple, une question en moins ou un exercice en moins, non, on ne peut pas demander ça comme mesure particulière à l'examen ou modification des modalités. Donc c'est le tiers-temps, c'est l'utilisation de l'outil informatique, c'est vraiment centré sur l'année de l'examen, les adaptations proposées en cours de scolarité, qu'elles soient cohérentes avec ce qui peut être demandé pour l'examen. Sinon, on risque éventuellement de leurrer l'enfant. Et je termine là-dessus. Envisager peut-être, c'est notre travail, mais peut-être que vous, en tant que parent, pouvez le rappeler à l'équipe pédagogique, notamment sur les épreuves communes, ce qu'on appelle les brevets blancs, de, au moins une fois dans l'année, proposer ce type d'adaptation à l'élève, que si la demande est faite au mois de novembre de tiers-temps et qu'il se retrouve en condition d'examen au mois de juin sans l'avoir éprouvé en cours d'année, même si on en a reconnu le besoin, il ne saura pas quoi en faire, il sortira comme les autres. Voilà. Là, vous assistez sur un point très très important, effectivement. Il faut que les aménagements ils se laissent approprier. Effectivement, il est en situation
avec le tiers-temps lors des brevets blancs. Effectivement, ça c'est capital. Juste, on a listé un peu les aménagements, enfin les demandes d'aménagement aux examens. Je redis vraiment que c'est fonction de chaque enfant. C'est-à-dire, par exemple, un dyslexique qui ne saura pas du tout écrire, qui aura vraiment du mal à accéder à la lecture, aura des aménagements beaucoup plus importants. Notamment, il peut y avoir des secrétaires pour écrire à sa place qu'un élève dyslexique qui aura juste une lenteur et une difficulté à passer à l'écrit. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre que chaque cas est particulier et que c'est pour ça que ces dossiers qu'on demande de remplir sont très importants, parce que c'est au vu de ces dossiers-là qu'on arrivera à voir ce qu'il faut comme aménagement. Pas parce qu'on est dyslexique, tac, on a ça. Certes, à dictée aménagée, on est d'accord pour quasiment à peu près, enfin, la plupart des dyslexiques, ça serait justifié. Mais le reste des aménagements sont vraiment à préciser en fonction de là où en est l'enfant, le retentissement là où il en est. Et juste pour repréciser par rapport à ce que disait ma collègue, en général, lorsqu'on fait la lecture des consignes, on fait la lecture simple, c'est-à-dire qu'on ne reformule pas. Parce que là, sinon, ce n'est pas les mêmes évaluations, vous êtes d'accord? On lit un texte pour justement que l'élève qui a du mal à lire, il ne soit pas défavorisé, il puisse se concentrer sur la tâche demandée. Mais on ne reformule pas, comme on ne reformule pas pour les autres. L'idée des aménagements, c'est de compenser les difficultés, les troubles, les répercussions du trouble qu'a l'élève pour qu'il soit en situation d'examen à peu près au même niveau que les autres. Dans le droit fil de ce que vous venez de dire, docteur, c'est que la dictée du brevet, elle est lue 3 fois par le surveillant de la salle, qui a des consignes, qui a une feuille de consignes, et qui lit 3 fois. Naturellement, il ne donne aucune indication sur la solution orthographique. Avant de vous laisser la parole, il m'est venu à l'esprit quelque chose dont on n'a pas parlé, le socle commun de connaissances et de compétences, dont la maîtrise est obligatoire, l'obtention est obligatoire, pour obtenir le brevet en collège. Donc il y a des modalités d'obtention du brevet. Elles tiennent compte depuis 2 ans de cette maîtrise du socle commun. Alors il faut dire clairement que les élèves dyslexiques relèvent du régime général. Mais vous entendrez parler d'aménagement de ce socle commun, par exemple, dans un collège, pour les élèves de SECPA. On revient à votre intervention de tout à l'heure. Et les élèves de SECPA qui suivent un cursus particulier dans le collège. Ils ont un cursus particulier. Ils ne sont pas dans les classes générales. Bon, même s'ils sont évidemment des collégiens à part entière. Eh bien, pour les élèves de SECPA, on peut considérer qu'on leur accordera la maîtrise de ce socle commun. On a 3 paliers. Les 2 premiers paliers concernent l'école primaire et le 3e palier, la fin du collège. Eh bien, on peut considérer qu'on peut valider cette maîtrise pour les élèves de SECPA au niveau du palier 2, enfin avec des petites nuances. Madame Terra pourrait, enfin, pour aller vite. Tandis qu'on ne peut pas demander ça, puisque, vous l'avez très bien dit, les élèves dyslexiques, au sens qu'on a défini cet après-midi, bien entendu, relèvent du régime général, et donc il faut qu'ils obtiennent la maîtrise de ce socle commun. Vous le connaissez sans doute, les 7 compétences. Alors, il y en a une qui peut leur poser problème, maîtrise de la langue française, première compétence, mais la maîtrise du socle commun, c'est un ensemble de 7 compétences qui sont d'égale valeur et qui donc permettent globalement d'obtenir cette maîtrise de socle commun. Et ça, c'était apprécié donc au moment du jury du brevet. Voilà, je crois que... Bien, donc je redonne la parole à la salle. Bonjour, je suis enseignante au Centre Roman Ferrari. Je suis professeure de français auprès des élèves de lycée. Donc voilà. C'est un établissement spécialisé. En fait, ma question, d'abord une toute petite observation, si on peut se permettre, concernant effectivement le passage de liaison au niveau des aménagements, que ce soit entre le primaire et le collège ou le collège et le lycée. Alors, j'ai bien écouté attentivement effectivement vos propositions et le fait effectivement que vous préfériez demander à l'équipe qui reçoit un temps d'observation et effectivement qui statue. Au Centre Roman Ferrari, si je puis me permettre, mais c'est qu'une suggestion, au fil de l'expérience acquise, en fait, on a estimé que, enfin, on a essayé de le faire je ne sais plus qu'est-ce qu'il disait, je crois que c'est M. Revol qui disait des dispositifs dentelles. C'est-à-dire que ça dépendait un petit peu de la psychologie de l'enfant, de la fragilité de l'enfant. Nous nous sommes rendus compte que quelquefois, attendre ne serait-ce qu'un mois, c'est pas grand-chose, mais ça mettait en difficulté, et puis je reviens aussi sur une expression de M. Revol, c'est-à-dire c'est
l'affectif et l'apprentissage cognitif. Les deux sont liés. Et on s'est rendu compte qu'il y avait quelquefois des blocages dus à cet inconfort affectif qui, en fait, influait sur les apprentissages dans la classe. D'où la solution, c'est effectivement peut-être anticiper. C'est ce qu'on essaye parfois modestement de faire, quelquefois en anticipant sur le PPS en fin juin, même si ce n'est pas l'équipe de rentrée. Et une petite observation, mais sur le professionnel. Je peux me permettre d'intervenir. Alors, quand on vous a présenté tout à l'heure une situation, quand on dit 1 mois d'observation, ça n'est pas... Il n'y a pas un côté légal, je veux dire, voilà, on est d'accord, c'est comme ça qu'on fonctionne. Évidemment, en tant que moi-même professeur principal, il m'est arrivé il y a 2 ans d'être alertée par mon équipe au bout d'1 semaine, de voir une enfant pleurer, qui est maintenant 4e, qui était dans un état mais épouvantable. Nous avons tout de suite réuni l'équipe et mis des aménagements. Nous n'avons pas attendu. Et nous avons rencontré les parents, donc là le rôle du professeur principal. Nous avons tout de suite rencontré la maman, on lui a expliqué ce qu'on observait. Bien sûr, le choc a été difficile parce que jusqu'à maintenant l'enfant suivait bien. C'est ça qui a été difficile. Et donc nous lui avons suggéré, donc on a essayé de la rassurer, on lui a dit, écoutez, allez voir les orthophonistes, demandez des conseils auprès de médecins et ainsi de suite. Et elle est revenue avec des bilans, mais on lui a surtout dit, nous n'allons pas attendre. Nous mettons en place, comme vous faites, parce qu'on s'est rendu compte que l'affectif, l'état de l'enfant, ce n'était pas possible. Donc c'est général, mais effectivement, on est quand même tous des professionnels. Si on a un enfant en détresse, et des parents aussi en détresse, souvent ça va de pair, on les écoute, ils nous transmettent, on dit aussi, on essaie de les rassurer, on essaie de jouer sur un rapport de confiance, et on met tout ça en place, comme vous faites. Voilà. Non, mais j'ai bien compris que ce n'était pas un reproche. Voilà, tout à fait. Mais je crois qu'on fait tous ça. Les professeurs principaux réunissent tout de suite leurs équipes, ils n'attendent pas. Mais en général, c'est vrai qu'on se donne un temps. Mais s'il y a urgence, on le fait. Voilà. Juste pour finir avec ce que vous disiez, ce n'est pas des enfants qui ont un PPS, hein, on est bien d'accord. Vous avez dit PPS, mais ils n'ont pas de PPS. Hein, parce que sinon, c'est pas du tout pareil. Hein, vous êtes d'accord, hein? Donc, que ce soit bien clair pour la salle. Et effectivement, on n'attend pas. S'ils sont trop malheureux, on ne va pas attendre un mois, hein, quand même. Ce que je voudrais signaler, vous parlez de Roman Ferrari à Miribel, c'est qu'il y a une collaboration, une intervention vous-même de professeur de collège de Miribel, hein, je pense, non, vous êtes... voilà. Lycée, et puis il y a aussi un professeur du collège de Miribel, hein, qui intervient, voilà, et donc ça améliore les relations, si vous voulez, et ça permet surtout, je dirais dans ce sens-là, au second degré ordinaire, de connaître, hein, je dirais pas de l'intérieur, parce qu'il y a pas, bon, mais de connaître un peu mieux la situation de ces élèves qui, pour certains, sont très gravement handicapés, hein, à Roman Ferrari. Oui, moi je voulais... C'était sur Roman Ferrari ? C'était sur cette problématique. Bonjour, voilà, moi je suis la maman d'une enfant qui est en CM1 actuellement, qui est dyspraxique et trouble de l'attention. Elle a fait une super scolarité grâce à l'école primaire dans laquelle elle a été, parce que les professeurs sont super impliqués, enfin vraiment, je les bénis tous les jours. Et ma petite fille est super heureuse d'aller à l'école et a de très bons résultats scolaires. Arrive la perspective du collège et je vous avoue que je suis super paniquée et je ne sais pas comment faire pour ne pas me planter sur le choix du collège, parce que je voudrais être sûre de tomber sur des gens qui ont la même intelligence du cœur qu'ont eu ces professeurs d'école primaire, et je voudrais savoir comment faire pour choisir le bon collège. Alors j'imagine qu'il n'y a pas de blacklist, hein, que vous n'allez pas me dire éliminer celui-là et aller vite. Enfin, on ne va pas tous aller s'inscrire là où la dame est professeur ressources, je pense. Je ne sais pas quel collège il s'agit, mais voilà, on aimerait qu'ils soient tous ainsi. Et voilà, je voudrais savoir comment faire pour choisir mon collège. Oui, alors là, c'est quand même une question un peu personnelle. Cela dit, je pense qu'il faut... Si, en l'occurrence. On peut malgré tout essayer de répondre. C'est vrai que, a priori, c'est le collège de secteur, mais sinon, c'est en discutant avec les enseignants de primaire qui connaissent quand même les collèges du secteur, ou qui sauront vous indiquer si les aménagements peuvent être faits ou un autre collège plus favorable.
Cela dit, si on prend la précaution d'avertir, de transmettre les aménagements qui ont fonctionné en primaire, je ne pense pas que les enseignants du secondaire refusent de mettre en place des éléments qui permettront à cet élève de réussir et qui leur facilitera la tâche parce que ça leur évitera de réfléchir à d'autres adaptations qu'ils ne maîtrisent pas. Et puis ce que je voulais dire précédemment, c'est que ça me semble très important de ne pas attendre quand on sait que des aménagements fonctionnent, que l'enfant est en réussite avec ces aménagements-là. L'idée, c'est pas de le remettre en échec pour après essayer de remonter la pente. Tout le monde sait que ça, c'est très difficile. Donc autant continuer sur cette lancée de cercle vertueux et de réussite. Hein. Et toujours pour aller dans ce sens-là, je crois que c'est également important, et notamment quand l'enfant grandit, de l'impliquer davantage dans la réflexion sur les adaptations dont il a besoin. Parce que lui, il va bien savoir dire ce qui lui convient, ce qui est le plus efficace pour lui. Et tout à l'heure, on évoquait le fait que certains jeunes à l'adolescence refusent les aménagements. S'il a pris conscience que certaines adaptations, certains aménagements lui permettent de réussir, je pense qu'il sera beaucoup moins enclin à les refuser. Alors moi, je vais reprendre, même si la carte scolaire n'existe plus, choisir son collège. Enfin, je pense qu'il faut que vous fassiez confiance à l'équipe d'enseignants qui va être face à vos élèves. Alors moi, pour le coup, je suis à Vaux-en-Velin. Alors voilà, on se dirait, bon, ben, je ne vais pas mettre mon enfant à Vaux-en-Velin. Et j'ai une équipe d'enseignants qui intègre tous mes élèves, qui font un travail formidable avec les élèves 10. Il y a un atelier spécifique pour les élèves 10, donc qui ne sont pas du tout dans le champ du handicap. Et vraiment, il y a un sacré travail qui est fait. Et je pense que dans plein de collèges aujourd'hui, ce travail est mis en place. Et de plus en plus, parce que l'ensemble des professeurs du secondaire est tenu, à cause de la loi, grâce à la loi de 2005, de prendre en charge, en compte, les difficultés de ces élèves-là. Donc faites un peu confiance et n'ayez pas peur. Allez voir dans le collège de secteur ce qui s'y passe. Et peut-être que vous allez rencontrer des professeurs qui vont pouvoir vous donner des informations et vous aider, et en tout cas vous rassurer. Alors autre chose, c'est que la question était peut-être personnelle, mais pas la préoccupation. Donc, moi j'ai 3 choses concrètes à vous dire. Donc il faudrait avoir un agenda pour 2014. Vous avez 3 échéances pour l'année de CM2. Vous avez le conseil des maîtres, vous avez la liaison CM2 6e, et vous avez éventuellement organisé par le collège de secteur l'accueil des parents des futurs élèves de 6e. Vous avez 3 échéances pour la fin d'année de CM2, où vous pouvez encourager donc l'enseignant de votre enfant à communiquer dès que possible des informations auprès de ses collègues du second degré, pour peu que le collège de secteur organise ce genre de liaison CM2 6e. Et vous, en tant que parent, quand il y aura l'accueil des futurs parents d'élèves de 6e, à prendre un temps avec le chef d'établissement, on l'a rappelé, c'est le point d'entrée pour signaler les particularités de votre enfant, de façon à ce qu'au moment de la constitution des classes qui a lieu au mois de juin, certaines choses soient prises en compte. J'apporte un complément d'information, parce qu'effectivement, la préoccupation, elle est importante. L'organisation scolaire, c'est important de le savoir, c'est dans le code de l'éducation. Et dans le code de l'éducation, effectivement, il y a une organisation qui est nationale. L'organisation nationale dit qu'effectivement, le jeune est... Enfin, la famille d'abord, on va rester centré d'abord sur la famille. La famille a le choix de pouvoir s'adresser à tout établissement privé de son choix. Vous pouvez faire cette démarche-là de votre propre chef. Au niveau des établissements publics, l'organisation scolaire, même si effectivement il n'existe plus ce principe de carte scolaire, il n'empêche que les services académiques ont besoin d'organiser les choses pour pas que ce soit trop compliqué les rentrées scolaires. Les choses ont besoin d'être organisées, donc les services académiques gardent quand même un fonctionnement qui veut que le jeune soit quand même principalement rattaché à son collège de secteur. Et si les parents souhaitent un autre établissement, vous devez donc faire une démarche d'assouplissement de la carte scolaire. Et cette démarche-là, il faut effectivement l'anticiper, c'est quelque chose qui doit se faire en avril. Pour tout ce qui concerne les établissements privés, alors monsieur
Rongier, coordonnateur du LIS, évoquait la fin de l'année scolaire de CM2. Pour tout ce qui concerne la scolarité privée, je vous mets en alerte. C'est quelque chose qui se gère en octobre-novembre de l'année scolaire de CM2. Hein, donc il faut le faire très tôt. Et ensuite, tout ce qui concerne les cartes d'assouplissement scolaire, c'est en avril. Voilà, pour demander un autre établissement public que celui de secteur. Et cette démarche-là a une procédure. L'assouplissement peut ne pas vous être accordé. Moi, je voulais insister. Une autre question? Ah, Nicole. Bonjour, moi je suis AVS depuis septembre. Je voulais revenir sur un point que vous n'avez pas trop abordé tout à l'heure, c'est la place de l'AVS, son rôle, enfin voilà, avoir un peu de précision sur la place de l'AVS. Excusez-moi, vous êtes AVS? C'est ça? AVS, et votre question, c'est de savoir le rôle de l'AVS, c'est ça? Le rôle par rapport aux parents, par rapport à la place en fait. Ah, d'accord, la parents, place par rapport aux parents. ouais. Excusez-moi, je n'avais pas compris la question, il pourrait répondre précisément, j'avais besoin d'un éclairage. L'AVS accompagne l'enfant dans sa scolarité, en vue de ce qui a été décidé en réunion de mise en œuvre du PPS au départ, parce que pour qu'il y ait une AVS, il y a un PPS, on est bien d'accord. Donc les objectifs ont été fixés, les temps d'intervention ont été fixés. Lors de cette réunion, il y a les parents, donc je pense qu'à ce moment-là, les parents sont au courant de comment l'AVS va intervenir, puisqu'ils sont à cette réunion de mise en œuvre. Après, au cours de l'année, il n'y a pas de réunion régulière, il y a une autre réunion qui s'appelle l'équipe de suivi de scolarisation, où on fait le point de l'année et on prévoit la suite. Ce qui n'empêche qu'au cours de l'année, vous êtes en lien, les AVS sont en lien avec les enfants, et s'il y a des points particuliers à aborder, alors ça dépend des établissements, il y en a qui passent par le professeur principal. Je pense que c'est pas mal de passer par le professeur principal plutôt que de prendre directement contact avec les parents, mais c'est aussi possible. Ça, c'est à déterminer en fonction de chaque équipe. Je pense que c'est important que le professeur principal, je pense que vous allez me rejoindre là-dessus, soit au courant s'il y a des choses que vous voulez faire remonter aux parents et fasse ce lien-là, puisque c'est lui quand même le professeur de la classe et c'est lui en charge d'assurer ce suivi. Votre rôle à vous, c'est surtout l'accompagnement au niveau de l'enfant et de faire remonter là où il en est, si les aménagements mis en place ne suffisent pas, si les objectifs sont trop hauts, enfin, des choses comme ça. Nicole, il y a bien une formation sur des AVS. Les AVS ont une formation obligatoire qui est assurée pour la prise de fonction et sur leur accompagnement après. Je crois qu'il y a maintenant, on parle d'AVS mutualisées qui sont assez intéressantes, qui remplacent les AVS individuels. C'est-à-dire que quand ils sont en ULIS, si vos enfants sont en ULIS, il y a une AVS collective pour les enfants d'ULIS. Et sinon, c'est une AVS mutualisée qui va pouvoir effectivement s'occuper de plusieurs élèves puisqu'ils ont rarement besoin d'une AVS à 100%, on s'est aperçu de leur temps. Donc ça peut permettre à des élèves qui ne relèvent pas du domaine du handicap mais qui ont quand même des troubles avérés d'avoir de temps en temps cette AVS mutualisée. Alors là, je voudrais eux. intervenir parce que non. Alors je te laisse préciser. Non, là je voudrais pas trop m'avancer, c'est un texte qui vient de sortir. Il y a un décret sur l'aide humaine qui est sorti au mois d'août. Je vais vous en parler un tout petit peu. Écoutez, mais pas trop. il faudrait peut-être parce qu'il vient de sortir, donc il n'est pas tout à fait mis en place. Oui, c'est pour ça. Non, mais justement, ce que disait Nicole Dumont est tout à fait exact et concerne la pratique actuelle. Non, monsieur Dallet, je me positionne bien en tant qu'enseignante référente. Non, mais justement. L'aide humaine mutualisée, c'est pour des jeunes reconnus. Je pense qu'il serait bien que nous passions à une autre question. Merci. Ce serait bien. Oui. Oui, bonjour, je suis parent d'une fille qui est en première S, qui est très dyslexique et très dysorthographique. Et je me rends compte que plus elle avance, et elle veut faire ingénieur plus tard, plus elle est pénalisée par sa dysorthographie. Et plus je vois les notes en SVT, en sciences physiques et en maths qui tombent avec -2, -3, parce qu'elle fait des fautes d'orthographe ou des fautes de construction de phrases. Est-ce qu'il y a des aménagements spéciaux pour ce genre de cas? Est-ce que dans les examens, on peut avoir des dispenses d'orthographe, des choses comme ça? Alors, votre enfant est en première S oui. Et elle n'a pas d'aménagement, c'est ça que je comprends? Si elle a des aménagements. Parce qu'elle a non-sanction des fautes d'orthographe et un des aménagements, ouais, le premier à mettre en place. Donc là, si elle a des aménagements et qu'elle a -2 à cause de l'orthographe, je pense qu'il faut faire rajouter aux aménagements la non-sanction des fautes d'orthographe en dehors de la dictée, sachant qu'ils n'ont plus vraiment de dictée. Et ça peut être aussi pour les examens plus tard, pour le bac. Alors, là et le bémol, là je vous parle des notes pendant l'année. Les notes pendant l'année, les aménagements pendant l'année. C'est deux choses différentes. Après les aménagements pour les examens, il n'y a pas la non-sanction des fautes d'orthographe.
les associations de parents, nous-mêmes, on essaye de faire évoluer encore les aménagements, et pour l'instant, actuellement, il n'y a pas ça. Pour le brevet, il y a la dictée, comme disait tout à l'heure M. Nallet, il y a le tiers-temps, mais il n'y a pas encore ce qui est, comme vous le dites, très très important, la notion des photographes. Mais si déjà au cours de l'année, elle a... Oui, vous voulez aborder, c'est ça? Si déjà au cours de l'année, elle a ces aménagements-là, déjà pour son estime de soi et pour son bulletin et pour ses orientations, ça sera important. Mais vous avez bien raison que ça sera intéressant d'avoir pour l'examen. Après, s'ouvre le problème... Excusez-moi, mais une petite précision, apparemment, à moins que je sois contredit, au moment de l'examen, les présidents de commission d'harmonisation des notes sont informés des particularités de certains candidats et peuvent demander à ce que des choses soient prises en compte au niveau de la notation. Parce qu'après s'ouvre le débat du supérieur, c'est-à-dire qu'en école d'ingénieur, en fac de médecine, etc., il n'y a absolument rien. Alors, ce que disait monsieur Fourneret, je ne sais plus quand, donc il y a des choses, sauf que en médecine, le dossier est réétudié et ils sont retestés et ils sont... Non, mais par rapport aux aménagements et par rapport aux notes et par rapport au temps supplémentaire, mais ils ont un médecin propre à la médecine qui va statuer si oui ou non, parce que c'est un concours et que c'est quand même compliqué. Voilà. Pour le concours de première année, deuxième, etc. Oui, oui, mais sur le site de l'Académie de Lyon, enfin sur le site des universités, mais sur le site de l'Académie de Lyon, vous trouverez justement la brochure qui parle du passage dans l'enseignement supérieur, où les universités ont fait un très très gros effort. Hein. Alors cela dit, c'est comme pour le fait d'enlever des points pour l'orthographe. Vous voyez que le second degré, bon... on a essayé de parler franchement. Le second degré, avant la loi de 2005, était au niveau 0. Hein, c'est moi qui le dis. Hein, bon, hein, les élèves dyslexiques en collège rasaient les murs de la classe. Hein, bon, il y a sûrement quelques petits dyslexiques dans la salle, qui ont grandi. C'était vraiment, il fallait se cacher. Hein, et on réussissait malgré cela. Il fallait surtout pas le montrer. Donc, ce que je dis là, ce n'est pas du tout mais c'est pour expliquer simplement. La loi de 2005 est arrivée, donc c'est imposé à tous, mais vous savez très bien qu'on n'impose pas une loi du jour au lendemain. Donc, ce que je calcule quand même, c'est que ça fait 7 ans, et que 7 ans, c'est 4 ans de collège, 3 ans de lycée. Finalement, ça fait une génération de collégiens et de lycéens depuis la loi de 2005. Et je n'oserais pas dire aujourd'hui que cette génération au complet, qui était en 6e en 2005, a eu tous les aménagements possibles et imaginables en scolarité et aux examens. Bien sûr que non. Simplement, ce qu'il y a maintenant, là vous pouvez vous appuyer dessus, nous avons parlé de texte, mais le texte est un outil pour agir. Donc quand on a parlé du chef d'établissement, nous nous sommes permis d'insister parce que c'est vraiment la personne qui est destinataire de ces textes qui concernent, alors d'une façon générale, le champ du handicap, les élèves à besoins éducatifs particuliers, et qui est tenu, enfin je ne veux pas parler à la place des chefs d'établissement, je n'en suis pas un, mais je sais très bien que nous sommes tenus de faire appliquer les textes le mieux possible. Après, le chef d'établissement... Alors, on parlait dans 2-3 interventions personnelles de refus ou de situations que personnellement nous jugeons un petit peu bizarres et pas du tout normales. Mais là, vraiment, tout le dispositif est en place pour faire progresser ces aménagements. Quant aux aménagements des examens, je parle bien des épreuves, comme en mathématiques, en sciences physiques, etc., histoire-géographie. Ça pose aussi quelquefois quelques petits problèmes à certains élèves, certains candidats. Là, il faut qu'il y ait une décision gouvernementale, alors je vais dire nationale, parce que tout le monde est impliqué, pour qu'on ait un aménagement de ces disciplines, comme ça se passe pour certains handicaps dans le champ professionnel, où les élèves peuvent passer des aménagements de CAP, c'est-à-dire qu'ils ne passent pas ils ne remplissent pas tout le référentiel qui est demandé pour obtenir un CAP, ou ils obtiennent des qualifications à défaut de diplôme qui sont maintenant, dans certains champs professionnels, parfaitement définis. Mais dans le champ des examens généraux et technologiques, ce n'est pas encore le cas. Nous n'avons pas encore ces textes-là, même si, comme le disait le docteur Paulet et les collègues ici, il y a des demandes qui émanent de vous-même et puis aussi de l'intérieur de l'éducation nationale. Voilà, nous allons prendre une dernière mais toute petite question. Bonjour. Une demande d'aménagement, enfin de PPRE a été demandée et faite par mon fils, par le médecin scolaire, infirmière, etc., professeur principal. Maintenant, certains professeurs ne le suivent pas. Que puis-je faire? C'est adressé à moi la question. Donc il est au collège. La question, je répète la question si certains ne l'ont pas entendue. Donc le médecin scolaire a mis des aménagements, certains professeurs le font, d'autres ne le font pas. C'est ça?
Comment faire? Alors moi je dirais, ça m'arrive aussi, hein, eh bien, on rencontre les professeurs, notamment le médecin. Le médecin, pas les parents peuvent le faire, mais si le parent n'arrive pas, eh bien, le médecin rencontre chacun des professeurs et essaye de faire comprendre le trouble, parce que s'ils ne le font pas, c'est soit parce qu'ils n'ont pas compris le trouble, soit parce qu'ils ont l'impression que ça va être trop compliqué. Donc je réexplique le trouble, je dis que les aménagements ne sont pas si compliqués, et petit à petit, à force de patience, on y arrive. Mais je ne peux que vous dire ça. Voilà, donc nous allons devoir conclure puisque suite à cette table ronde, dans cette même salle a lieu une nouvelle conférence avec un regard peut-être plus sociétal et M. Revol nous fera un petit retour sur ce qui s'est passé en parallèle de cette table ronde. Donc je remercie vraiment très sincèrement tous les interlocuteurs qui nous ont accompagnés sur ce temps. Pour les personnes qui seraient un petit peu frustrées de ne pas avoir eu réponse à leurs questions, nous vous invitons à remplir les petits questionnaires sur le déroulement de la journée. Vous pouvez toujours ajouter une question avec vos mails. On essaiera au niveau associatif de relayer. Merci beaucoup.